Avant de démarrer, un mot rapide pour remercier notre sponsor, Paperclub. Paperclub, c'est une plateforme de netlinking que vous pouvez utiliser pour acheter vos livres. On en reparle plus en détail au cours du podcast, avec une petite surprise pour vous. Allez, c'est parti. Salut et bienvenue à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode du podcast Position Zéro avec Lucas qui est ici. Comment tu vas Lucas ? Ça va et toi ? La forme, très bien, comme toujours. Nickel, on a un super invité. Toujours bien accompagné sur Position Zéro, parce Ouais. qu'on a avec nous le grand Nicolas Nguyen, qu'on ne présente plus dans la sphère du SEO. Hein, Nicolas, c'est... Et qui nous fait le plaisir de venir de Lyon en plus. C'est le quand plaisir même. de venir de Lyon Ouais, encore. Voilà. Remercie pour ça. Donc, merci beaucoup aux invités qui font qui viennent des quatre coins de la France pour le podcast, pour ce petit rendez-vous SEO. Donc merci beaucoup. Nicolas, qu'on ne présente plus, hein, c'est plus de 15 ans de SEO derrière toi, cofondateur du groupe SEMJ, qui est un superbe outil SEO et d'optimisation. De gros clients accompagnés, qu'on ne cite pas, Decathlon, Massif, Leroy Merlin, donc du solide à voir d'un point de vue SEO et des environnements assez concurrentiels, hein, mine de rien. Tu as étudié aux Beaux-Arts et des études de tech, donc DUT informatique. Et pour la petite anecdote, et j'oublie un élément clé avant, tu es un très grand speaker parce que tu as fait beaucoup d'événements. Je pense au SEO Camp, au Searchway et puis le dernier que vous avez créé avec SEMJ qui est le SEO Square. On pourra en reparler juste après. Et pour la petite anecdote, on a fait nos petites recherches avec Lucas et on a vu que tu étais dépassé pour un roi du SEO par un prof de mathématiques. Sur ton prénom, nom de famille, Nicolas Nguyen, on a vu qu'il y avait un petit prof de mathématiques qui était venu se positionner. Tu vois, moi, je voulais chercher un peu de conseils sur les backlinks et tout, et j'ai vu plutôt des lois de Pythagore, et je me dis, je suis pas au bon endroit, donc tu peux nous en dire plus sur ça, et pas hésiter si j'ai oublié des infos. Ah oui, bah alors là c'est typiquement, alors déjà bonjour à tous. Salut. C'est le fameux dicton, le cordonnier mal chaussé. Donc pour la petite info, Nicolas Nguyen, il y en a plus de 50 en France. Donc c'est une requête concurrentielle. Ah, D'un point de Ok, vue ça SEO. va. Voilà, déjà ça joue un petit peu. Et en effet, pour la petite anecdote, avant j'étais premier sur ce mot-clé Nicolas Nguyen avec mon site web. Mais comme j'ai été Black Hat avant, retour d'arrosage, comme dirait l'autre. J'ai oublié de renouveler mon nom de domaine nicolasnguyen.fr et un Black Hat l'a racheté derrière. Ah là là. Et ça fait 5 ans que je surveille pour le racheter, mais ça fait 5 ans que le Black Hat continue de le renouveler. Donc, tu peux rappeler aux auditeurs ce qu'est un Black Hat rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas totalement le SEO? Oui, du coup, dans l'univers SEO, on parle souvent de White Hat, de Black Hat, éventuellement de Grey Hat. Et donc, le Black Hat, c'est celui qui va mener des actions SEO, on va dire, qui peuvent sortir des fameuses guidelines de Google. Et donc, notamment, il va chercher à automatiser pas mal de choses, créer des liens en masse, créer des contenus en masse pour tester, je dirais, un peu les limites de Google et chercher à faire 10 fois plus qu'un White Hat SEO. Intéressant. Il n'y a pas de mauvais dans le Black Hat, d'ailleurs, on pourra en reparler. Hein. On pense que c'est toxique, mais il y a certaines pratiques, et surtout dans des niches qui sont assez brutales, hein, l'immobilier, les assurances. On a vu qu'il y a pas mal de concurrents qui n'hésitent pas à sortir parfois quelques techniques de Black Hat. Totalement. Et Ça peut arriver. le domaine Nicolas Nguyen, du coup, qu'est-ce que ça avait un peu comme il y avait des bons liens? Est-ce que c'était parce que si un Black Hat l'a racheté, j'imagine que c'était pas mal quand même. Alors, je pense qu'en effet, il devait y avoir un minimum d'autorité dessus. Donc, il a été racheté. Puis, la bonne vieille technique Black Hat, c'est il récupère via Web Archive le site d'un point de vue HTML. Et en plus, derrière, il crée des milliers de pages en automatique pour vendre des chaussures. Ok. Sport. Ok. Donc, Nicolas Nguyen vend des chaussures de sport. C'est lié, hein, tu vois. Ouais, pas faux. Mais fun fact, moi du coup je m'appelle Fancello, c'est mon nom de famille, donc je suis d'origine de Sardaigne et c'est un nom très donné en Sardaigne. Et d'ailleurs, Thomas Meyer, Thomas Meyer en Alsace. C'était Meyer 45 voilà. 560, je vais mettre mon code postal. Ouais. On est suroptimisé. Le Thomas Meyer, pour anecdote, le premier là, c'est le CEO de Desigual qui s'appelle Thomas Meyer et qui atomise ce nom. Donc c'est très dur de ranker dans des prénoms compétitifs, mine de rien. C'est mieux que prof de maths, du coup. Ouais, c'est vrai. Alors Luca Enfin, Fancello, j'ai un architecte moi en concurrent, mais c'est pas, il est pas trop SEO, donc je m'en sors bien. Parfait. Nicolas, tu vas ajouter autre chose encore sur la présentation Bon, c'est plutôt complet, non, Parfait. comme bio. Hein. On a bien bossé. Alors. On a bien bossé. Bravo. Top. Du coup, je lance la marmite. Passage sur la marmite. Allez. X.
Donc, la marmite du SEO, concept très simple. L'idée, c'est un petit peu de découvrir comment tu es tombé dans le SEO. Thomas l'a dit, ça fait 15 ans que tu fais du SEO. Au départ, étudiant aux Beaux-Arts et études tech. Mais du coup, comment tu es tombé au départ dans le SEO ? Ouais, alors ça, c'est une bonne question. Moi, j'ai commencé à créer des sites web très, très jeune, il y a plus de 20 ans maintenant, il y a 25 ans. Quand j'étais étudiant, en fait, je faisais partie d'une guilde de jeux en ligne. Et je m'étais rendu compte que sur ce site web-là, parce qu'on publiait du contenu sur les jeux vidéo, on faisait du trafic et en plus, on faisait de l'argent. Quel genre de jeux vidéo ? Là, c'était jeux MMO. Ok, Dofus, tous ces trucs-là. Voilà, un peu plus ancien, mais exactement. Type World of Warcraft, mais avant World of Warcraft. Très bien. Et du coup, là, je me suis dit, mais attends, je suis étudiant, un site web, juste en créant du contenu, on peut gagner de l'argent. Il y a un truc à faire potentiellement. Si j'ai pas envie de bosser après mes études, j'ai juste à lancer des sites web et gagner de l'argent sans rien faire. Ouais. Donc c'était exactement ça. En fait, je me suis dit, vas-y, je vais lancer mes sites web, puis on va voir ce que ça donne. Et puis en lançant des sites web, derrière, forcément, à un moment donné, pour faire du trafic, il faut s'intéresser au SEO. Je m'intéresse au SEO. Du coup, mes sites web font plus de trafic. Plus ils font de trafic, plus je m'intéresse au SEO. Et de fil en aiguille, ils ont fait énormément de trafic et je me suis énormément spécialisé en SEO. Par contre, je me disais que j'allais faire beaucoup de trafic, beaucoup d'argent sans rien faire. En fait, j'ai jamais autant travaillé de ma vie. Le piège du SEO. Tu penses qu'il y a du monde qui va venir gratuitement, ce sera tranquille, mais en fait, finalement, tu te passionnes pour le truc. Et du coup, pour avoir un petit peu une idée, quel était le niveau de trafic de ces sites ? Après, voilà, je pense qu'il faut savoir de toute façon que c'était du coup, je pense, il y a 15 ans quasiment, vu que c'était au début de tes expériences. Donc, il y a moins de recherche, il y a moins de monde. Mais voilà, même avoir une idée potentiellement de est-ce que tu les as déjà monétisés à l'époque, ce serait intéressant à savoir. Complètement. Donc, en fait, j'ai lancé un premier site qui faisait plus de 100 000 visiteurs par mois et qui, d'un point de vue argent, était plutôt intéressant. Et, quelle thématique sur le site ? Là, on était dans la thématique divertissement audiovisuel. Ok. On va pas aller plus loin. Voilà. Exactement. Et donc, à l'époque, c'était très tendance. Depuis, il y a Netflix. Et une fois, en fait, en tout cas pour moi, une fois que j'ai vu ce site faire énormément de trafic et tout, je me suis dit, mais attends, si ça marche pour l'un, je pourrais en faire d'autres. Et donc, en tout et pour tout, j'ai créé d'autres sites web. J'ai essayé de trouver tout simplement une méthode pour reproduire. Et donc, à l'époque, c'était différent. Avant 2010, le SEO, on pouvait vraiment se positionner sur n'importe quel mot-clé dès lors qu'on avait les bonnes méthodes. Et donc, c'était la porte ouverte en mode, j'ai juste à choisir des mots-clés, faire un site web, mener mes campagnes et je peux ranker, faire du trafic. Donc, c'était super intéressant. Et tu vendais du coup le trafic, AdSense, publicité sur le site ou des liens qu'est-ce que c'était ? Là, à l'époque, on était plutôt sur des modèles, soit en RPM, donc revenu pour 1000 affichages, de l'affiliation. Globalement, c'était un peu les deux grosses sources de revenus. Ouais, qui peuvent déjà faire un bon revenu si c'est bien travaillé. Surtout sur un site à 100 000 visiteurs déjà, il y a de quoi faire. Super. Belle marmite. Et puis regarde, ça a bien duré puisque 15 ans plus tard, tu es toujours, encore, et toujours dedans. Du coup, qu'est-ce qui te plaît ? Qu'est-ce qui a fait que tu es resté dans le SEO et que tu n'as pas changé ? Qu'est-ce qui te plaît là-dedans ? Ah oui, ça c'est intéressant comme question. Le prof de maths. C'est la revanche depuis le début. Pourquoi je suis resté dans le SEO ? Déjà, je trouve que ce qui m'a toujours motivé dans le SEO, en fait, c'est que qu'on soit personne ou une toute petite entreprise, en fait, le SEO, c'est un super canal pour lancer son business. Et donc, en mettant en place les actions nécessaires, on peut faire décoller un business. Donc ça, c'est un peu la magie. Moi, j'ai connu le monde avant Internet. Et donc, Internet, c'était déjà génial pour ça, pour lancer des choses. Mais le SEO, c'est d'autant plus génial. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a plein de boîtes qui le font. On peut lancer un business via Internet et notamment grâce au SEO. Donc ça, je trouve que ça donne un pouvoir qui est assez puissant. Dès lors qu'on a une bonne idée, on va pouvoir vraiment lancer son business sans avoir à payer des pubs en 4x3 près de l'autoroute, quoi. Et je trouve que c'est ça qui est beau avec le SEO parce que, on va le redire pour les auditeurs, c'est l'un des seuls moyens
il suffit d'une connexion Internet, de 0 de budget, on peut commencer à avoir des résultats. Qui que tu sois, en fait, t'apprends. Voilà, bien sûr, ça demande de l'apprentissage, ça demande du travail. Ça, tu ne peux pas avoir quelque chose sans travail, mais tu peux partir de rien et effectivement avoir du trafic. Et dernière question de la marmite, ton meilleur souvenir, si tu veux choisir un souvenir depuis que tu fais du SEO. Ok. Ah bah, il date de 2010, du coup. Mais mon meilleur souvenir, ça a été quand j'ai remporté le concours SEO de 2010. Donc, c'est vrai que maintenant, il n'y en a plus trop des concours SEO, mais à l'époque, c'était vraiment, il y en avait un tous les ans ou tous les 2 ans. Le principe d'un concours SEO, pour ceux qui ne connaissent pas, globalement, c'est une centaine de professionnels qui vont se battre sur un mot-clé, potentiellement un mot-clé où il n'y a pas encore de résultat Google. Et donc, on a par exemple 3 mois, en fait, pour être le premier avec un nouveau site web face à une centaine de professionnels. Et donc, pendant 3 mois, tu t'envoies la patate, on va dire, d'un point de vue SEO, sur les 3 piliers. Et donc, en 2010, j'ai remporté le concours de l'époque. Et c'était très sympa. Super. Et quel était le mot-clé, du coup, sur lequel il fallait se positionner ? Là, c'était SEO-ton. Ok, d'accord. Okay. Comme un marathon, mais en version SEO. Ok. Là, ça devait bastonner, je pense, avec 100 experts, ça doit vraiment Ouais. Il faut savoir que ces concours-là, c'était un super laboratoire, en fait, pour analyser les stratégies des uns et des autres, comprendre ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas. Ouais. Parce que le SEO, déjà, ça bouge tout le temps, niveau méthodologie, mais c'est super intéressant, en fait, de comprendre les limites de l'algorithme de Google. Ça revient toujours à la même base, qui est de tester et itérer. Test and learn. Une fois de plus, personne n'a de secret pour une requête. En fait, personne ne peut. De secret pour une requête, il faut juste tester, essayer. Et si ça prend, ça prend. Si ça ne prend pas, c'est peut-être un souci de revoir le maillage interne, peut-être d'aller chercher plus de liens, peut-être de revoir la sémantique. Mais il n'y a pas de résultat clé. On ne peut pas dire, pour ce mot-clé, il faut que tu ajoutes tant de fois ton mot-clé ou non. Ça ne marche pas. Il faut juste tester, voir s'il prend. Et c'est ça le secret des bons SEO. C'est ceux qui essayent. Et ça vaut bien plus que lire 50 000 livres sur le SEO. Il vaut mieux se mettre derrière son ordi, tester et voir ce qu'il prend. Ouais. D'ailleurs, des livres sur le SEO, il y en a assez peu. Il y a Olivier Andrieux qui en a écrit beaucoup. SEO, mais en dehors de ça, il n'y en a pas non plus énormément par rapport à d'autres domaines. Tu peux trouver, mais très intéressant. Et du coup, juste petit, j'ai envie de creuser un peu ce concours. Qu'est-ce que tu as mis en place du coup pour réussir à être premier sur SEO-ton ? Si tu peux nous donner peut-être les trois trucs. Alors, c'était en 2010, donc le SEO a changé, mais je suis sûr qu'il y a des trucs que nos auditeurs pourront répliquer. Donc, en effet, le SEO a à la fois changé et évolué, puis après, ça reste quand même les mêmes fondamentaux. Donc, toujours les 3 piliers, la technique, le contenu, la popularité. Donc, sur ce genre de concours, le sujet, c'est en 3 mois, comment j'obtiens un maximum de liens. Comment je crée un maximum de contenu et le tout sur un site web avec une technique irréprochable. Donc là, après, sur ce genre de concours, on teste beaucoup les limites. Donc, on est sur pas mal de techniques d'automatisation. Le sujet, c'est notamment comment je vais créer des liens automatiquement et rapidement. À l'époque, il faut savoir que c'était un peu différent. Il y avait plein de plateformes où on pouvait créer des blogs dans tous les sens. Et le sujet, c'était comment j'automatise, par exemple, la création de 1000 blogs sur 1000 noms de domaines différents. Et puis après, il y a le site web, comment je génère du contenu automatiquement, qui était un des sujets à l'époque, mais en évitant le duplicate content. L'IA de l'époque. Il n'y avait pas l'IA à l'époque, et je peux vous dire qu'à l'époque, il y aurait eu l'IA, ça aurait été un sacré truc. Mais d'ailleurs, dernière partie du podcast, on a Nicolas qui s'y connaît bien sur les sujets d'IA content, donc l'intelligence artificielle et le contenu, donc on va pas mal creuser ça, mais c'est pour tout à l'heure. Voilà. Mais avant ça, pain sur la planche. Pain sur la planche. Je te laisse lancer ça. Ce podcast hyper rencontre des Head of SEO français. Quoi de plus français que le pain ? Et donc, que veut dire le pain sur la planche ? On va faire un petit focus et s'intéresser de plus près à une journée type dans la peau de Nicolas Nguyen en tant que Head of SEO et co-founder aussi de SEMJ. Et ma première question à ce sujet, c'est est-ce que tu peux me décrire un peu quand tu te réveilles, que tu arrives, tu poses tes affaires à Lyon dans les bureaux de SEMJ, quelle est ta journée type ? Quelles sont les premières choses que tu regardes d'un point de vue SEO ? Alors, je sais que tu
fais plein d'autres choses, hein, tu gères plein d'autres pôles chez SMJ, mais là, on va vraiment focus sur la partie SEO. Voilà. Quelle est une journée type quand tu enfiles le rôle du Head of SEO chez SMJ? Ouais, alors du coup, la journée, elle commence même avant que j'arrive dans les locaux parce que le premier truc que je fais quand je bois mon café, j'ouvre Twitter, j'ouvre LinkedIn, Classique. je regarde ce qui se passe. Et je pense que ça fait 15 ans que je fais ça. Et je pense que c'est un des gros enjeux de manière générale en marketing digital, mais d'autant plus en SEO, c'est la veille. Comprendre ce qui se passe, comprendre comment les choses évoluent, comprendre ce qui fonctionne à un instant T, puisque ce qui fonctionne aujourd'hui en SEO, demain peut-être fonctionnera moins bien. Et ça, c'est important de cette partie-là, c'est vraiment la clé. Et puis après, l'enjeu, alors chez SMJ, on a un éditeur de logiciel, hein, donc on va avoir en effet des grandes marques qui utilisent notre logiciel au quotidien pour aller chercher un maximum de trafic. Grâce à leur stratégie de contenu. Et le sujet, notamment, au-delà du logiciel, on les accompagne sur la partie stratégie de contenu SEO, parce que le pilier du contenu, quand même, à lui seul, c'est un pilier qui n'est pas simple, en fait. Souvent, pour vous donner une idée, souvent, nos clients, ils se disent, tiens, en créant 5 à 10 contenus par mois, c'est bon, je vais être leader, etc. Puis là, on va leur sortir 2-3 analyses, notamment grâce à notre outil, où on va leur dire, non, mais attends, là, ton concurrent, là, il a fait 1500 contenus sur le sujet. Là, c'est pas avec 5 contenus par mois que tu vas aller choper la place de leader. Donc, il y a tout ce travail aussi, je dirais, d'analyse, notamment d'analyse SEO, d'analyse concurrentielle, et après d'évangéliser le sujet auprès du client et l'aider aussi à convaincre sa direction, parce que le contenu, hein, c'est un coût. C'est vrai. Ouais. C'est peut-être l'un des plus Ça, c'est un vrai sujet. On en a parlé dans le podcast précédent avec Et juste pour rappeler à nos auditeurs les 3 piliers clés du SEO. Donc, on a parlé du contenu. Le contenu, bien évidemment, les mots-clés que tu vas cibler globalement, comment tu vas optimiser ton contenu autour de ces mots-clés. La technique, grosso modo, comment on va répondre aux attentes de Google en termes de technique, le fait d'avoir un site qui est propre, et enfin la popularité, bien évidemment, pour montrer à Google qu'on est un site fiable et connu dans la sphère. Les backlinks fonctionnent sous forme de vote pour un site, et donc ces 3 piliers, il faut le voir comme le SEO, comme un tabouret, bien de travailler ces piliers équitablement pour ne pas que l'un s'effondre. Tu vois, on avait fait les frais chez Live Mentor, on avait un peu laissé de côté le pilier technique, on avait dégommé sur le contenu, mais on s'est retrouvé à un moment donné avec plein de trous à boucher. Ça nous a pris énormément de temps et du temps qu'on aurait pu investir ailleurs. Tu vois, donc c'est très important très tôt de bien intégrer ces 3 piliers dans votre stratégie SEO. Et on le répète une fois de plus, faire du SEO pour faire du SEO, c'est pas utile. Il faut que ça soit greffé à une vraie stratégie marketing, commerciale, globale pour que ça profite au reste, quoi. Ouais. Très bien résumé. Super. C'était la minute SEO. Super. Et j'aime beaucoup la métaphore du tabouret. Ah, c'est bien. Super. Du coup, suite de la journée, mais moi j'ai déjà des questions à poser, mais on va te laisser finir d'abord la suite un peu de ta journée. Oui, alors, yes. donc il y a ce côté accompagnement, et après, nous, l'enjeu, c'est de faire en sorte que le client, quand il va créer des contenus, eh bien que ça performe. Il faut savoir qu'en moyenne, alors nous, on travaille plutôt pour des grandes marques, hein, donc ils ont plutôt des sites web à très forte autorité, donc on parle de domain rating Href, qui est le score de 0 à 100 d'un point de vue popularité, on est plutôt au-dessus de 70. Donc plutôt très solide, des sites web où le pilier du netlinking est extrêmement fort, mais il s'avère que chez ces clients, eh bien, on a quand même, quand ils produisent 100 contenus en moyenne, avant qu'on les embarque, seulement 20 à 30% de leur contenu capte du trafic SEO. Donc, si j'ai un client, par exemple, qui a produit 1000 contenus, en moyenne, il va seulement avoir, par exemple, 200 ou 300 de ces contenus qui captent du trafic. Et là, il y a tout ce sujet de c'est dommage. Parce que si tu as produit des centaines de contenus qui ne captent pas de trafic, c'est quand même de l'énergie et de l'argent qui est jeté par la fenêtre. Et donc là, du coup, nous, en moyenne, avec notre logiciel, ils ont plutôt 80-90% de leur contenu qui capte du trafic. Et donc, il y a tout ce sujet, je dirais, au-delà de l'outil qui leur donne plein de data pour les aider à produire des contenus performants, à leur donner le bon mindset.
notamment aux rédacteurs, qui est j'ai un mot-clé, comment je fais pour comprendre les intentions utilisateurs derrière ce mot-clé? Est-ce que c'est un mot-clé plutôt transactionnel, donc plutôt pour une page e-commerce, ou est-ce que c'est un mot-clé plutôt informationnel? Toute la stratégie de cocon sémantique ou de topic cluster, etc. D'où l'outil CMJ, d'ailleurs. Si tu peux en toucher 2 mots, d'ailleurs, sur l'outil que vous avez créé. Oui, justement, donc l'outil qu'on a créé, donc c'est un outil qu'on a lancé en 2019. Aujourd'hui, il y a plus de 300 grandes marques qui l'utilisent au quotidien. Donc, on est très très content de la croissance de cet outil. Les clients sont ultra satisfaits. Donc, on est vraiment content d'être devenu leader sur le sujet avec ces grandes marques. Et l'idée de l'outil de CMJ, en fait, c'est tout simple, c'est de permettre à des entreprises qui mènent une stratégie de contenu SEO de pouvoir produire des contenus plus rapidement et plus performant en SEO. Notamment pour s'attaquer à ce problème de j'ai seulement 20 ou 30% de mes contenus qui captent du trafic. Nous, on trouve ça dommage. Ouais. Donc, autant faire en sorte que tu aies plutôt 90% de tes contenus qui captent du trafic. Donc, aujourd'hui, par exemple, on a des clients, quand ils optimisent super bien leur contenu et leur stratégie, on a des clients où un seul contenu va capter plus de 100 000 de trafic mensuel. Du coup, j'ai une question qui m'intrigue. Quelles sont, selon toi, les raisons qui fait qu'une page ne capte pas de trafic versus une page qui capte du trafic? Si tu veux en donner 2, 3... Les raisons principales, ça va être déjà j'ai fait un contenu, mais j'ai pas choisi le mot-clé derrière. Ouais. Donc ça, c'est le basique. Ouais. Mais en fait, il y a plein d'entreprises. Il y a plus de 95% des entreprises qui produisent du contenu sur leur site web. Donc en fait, toutes les entreprises produisent du contenu. Donc font du SEO, quoi. Donc, pour faire notamment du SEO. Cependant, dans les équipes marketing, tout le monde n'est pas expert en SEO, on va pas se mentir. Et rien que le réflexe de se dire, OK, quand je vais créer un contenu, je vais choisir le mot-clé qui va bien en face. Déjà, ça, c'est la première base. Et donc, c'est le plus gros risque. Ensuite, j'ai choisi un mot-clé, mais j'ai choisi le mauvais mot-clé. Ouais. C'est-à-dire, je me suis dit, tiens, je vais faire un article sur les gants de boxe. OK, mais en fait, gants de boxe, le mot-clé positionne que des catégories commerce. Donc, ton article sur les gants de boxe, en fait, le mot-clé, c'est pas le bon. C'est pas la bonne intention aussi. Voilà. On vient chercher de l'achat, tu vois. Voilà. Exactement. Comment choisir son gant de boxe. Comment choisir ses gants de boxe, etc. Ou différents types de gants de boxe, etc. Tu fais de la boxe? Pas du tout. Okay. Parce qu'on a un boxeur ici, boxe taille. C'est vrai? Non, mais ça se voit, je crois que je fais pas de boxe. Tu sais, en boxe taille, je me suis déjà pris des fessées par des. C'est vrai. Ouais, par des mecs tout fins. Donc... Mais ouais. Et puis après, je pense l'autre gros sujet, c'est la base de tout pour viser le top 3, c'est de faire un contenu qui est meilleur que le top 3. C'est aussi simple que ça. Ouais. Donc, pour faire un contenu meilleur que ses concurrents, c'est un peu comme quand on lance un produit et qu'on veut faire un produit meilleur que ses concurrents. Faut-il encore analyser ses concurrents pour faire mieux? Donc, mots-clés, intention, un troisième point. Et analyse du top 3 des concurrents. Voilà. Et c'est vrai que c'est quelque chose que je vois moi-même en prestation SEO ou autre, avec des clients, le nombre de fois. Et ça me fait plaisir que tu le dises parce que je me dis, non, mais c'est bon, je suis pas seul, c'est pas moi qui. Et le nombre de fois où on a créé ce contenu, mais on n'a même pas tapé le mot-clé sur Google. C'est la base. Regardez l'intention qu'il y a, la concurrence, le nombre de mots, l'angle qui est utilisé par le contenu, les call to action aussi pour t'inspirer. C'est clé en fait. Regardez le principal intéressé au final, qui est Google. Ouais. Et si tu n'as même pas pensé à ça, tu vas jamais pouvoir te positionner, quoi. Après, il y a toujours un coup de chance qui peut arriver, mais voilà. Ouais. C'est vrai. Merci beaucoup pour cette petite présentation de ta journée. Du coup, autre question du pain sur la planche. Alors là, c'est plus lié du coup ta strat chez CMJ. Pas rentrer dans les détails confidentiels de votre strat, mais quels sont toi en 2023 là, tes gros objectifs avec CMJ? Quels sont les chantiers SEO sur lesquels tu vas bosser et en quoi ça a de l'impact selon toi? Et peut-être même potentiellement diversifier la partie service, donc l'agence, et la partie software, donc votre outil CMJ. Ça peut être intéressant d'avoir les deux visions. Alors, d'un point de vue entreprise, en effet, nous, on est organisé en 2 business units. Donc, il y a la business unit logiciel et la business unit service, puisque, en fait, nos clients qui utilisent le logiciel, en plus du logiciel, des fois, ils ont besoin d'accompagnement, de stratégie SEO, de campagne de netlinking, etc., etc. Donc, du coup, l'idée, c'est vraiment de leur offrir les différents services possibles. Sur la partie ambition, en tout cas d'un point de vue entreprise, puis après, je viendrai sur la partie SEO. Là, aujourd'hui, on a une très, très belle croissance
Et donc, comme je disais, sur la partie logicielle, on a plus de 300 grandes marques qui l'utilisent. L'idée, c'est de là rajouter entre 200 et 300 nouveaux clients en plus, donc de doubler quasiment. 2022 en plus ça a été une année où on s'est lancé à l'international et on a réussi le Canada et on commence à avoir les premiers clients aux USA. Donc un SEO international, pas mal de. Exactement. Donc ça c'est top parce que ce qui est intéressant c'est aussi les cultures SEO peuvent être différentes d'un pays à l'autre. Hein, la France versus par exemple North America, c'est pas exactement les mêmes cultures donc c'est intéressant. Plus avancé ou moins avancé selon toi? Ça dépend sur quel pilier. Par exemple, la notion de content marketing. Ouais. En fait, il faut savoir qu'en Europe, le content marketing commence à être connu, mais ça a été inventé aux USA. En Europe, on était beaucoup plus sur le brand marketing. Donc voilà, c'est vraiment des histoires de culture. Ce que tu disais en off aussi tard par rapport aux plateformes de netlinking, que nous, on est bien avancé pour le coup en France. On peut en profiter pour remercier notre sponsor sur cette vidéo, sur ce podcast, Paper Club, qui nous accompagne. Et on les remercie de nous sponsoriser sur ce podcast. C'est tout simplement une plateforme de netlinking qui va nous permettre de sélectionner des liens. On parlait de SEO à l'international. Typiquement, il y a plus de je ne sais pas combien de pays présents avec 38 000 sites qui sont référencés et nombreux à venir. Donc pour des stratégies de SEO international, c'est super intéressant et globalement on est sur des prix qui sont très justes par rapport au marché puisque c'est vous-même qui allez vous connecter et faire votre shopping comme sur Zara ou Zalando, vous sélectionnez, ajoutez au panier vos liens et construire votre stratégie de netlinking. Donc si vous voulez acheter des liens, voilà, Paper Club, notre sponsor, on le remercie encore une fois. Et en plus, on a un petit code avec position 0. Vous avez 30% pour le premier lien. Qu'on mettra dans la description. Position 0 avec le 0 chiffré. Après, c'est le nom du podcast. Donc, normalement, vous devriez vous rappeler du code. Mais on le mettra quand même en description. Voilà. On va continuer. Peut-être prochaine question du pain sur la planche. Une question, du coup, 2 questions même à te poser. Celle-ci, je l'aime beaucoup. Si tu Oula, ça fait peur. Je l'aime beaucoup surtout pour toi parce que toi, tu as quand même 20 ans. 15 ans d'expérience dans le SEO, c'est presque pareil. Tu as vécu plein de choses. Si tu devais parler à quelqu'un qui veut se lancer dans le SEO, quel est ton plus gros apprentissage? Quel était ton meilleur souvenir en termes d'apprentissage? C'était quoi? Alors, pour moi, l'apprentissage, en fait, quand tu te lances dans le SEO, déjà, le premier conseil que je peux donner, c'est de faire plein de tests. Donc d'avoir son propre ou ses propres sites web et donc de mettre les mains dans le cambouis, de faire des contenus, de récupérer ou de faire créer des liens, etc., pour vraiment lancer plein de tests. Parce qu'en fait, le SEO, il faut le voir comme un laboratoire où potentiellement tu as plein de tubes à essai différents et tu vas tester 50 choses et il y en a peut-être 49 qui vont mal fonctionner, mais une qui va super bien fonctionner. Donc, en menant un maximum de tests, c'est là où, selon moi, on monte un maximum en compétences. J'aime beaucoup la métaphore du laboratoire et des tubes à essai. C'est vrai, c'est un petit côté Breaking Bad dans le SEO. On sent l'expertise là, qui arrive à démystifier le SEO. Et c'est aussi le but de ce podcast, de démocratiser le SEO. Qui, pour rappel, je crois que c'est sur LinkedIn, c'est le post le plus demandé en 2023, si je ne me trompe pas, sur LinkedIn. Je te vois sourire parce qu'on a une petite guéguerre entre la prononciation en LinkedIn. On va te demander, c'est plus LinkedIn pour toi ou LinkedIn? LinkedIn, ouais. À savoir, pour le moment, ça fait mal. À savoir pour les auditeurs, depuis quelques jours, on est ensemble, Thomas et moi, et on a ce débat de LinkedIn versus LinkedIn. Et on a beaucoup rigolé sur le sujet, donc voilà. Bon. Et dites tout dans les commentaires ce que vous dites, vous, les auditeurs. On est intéressés de savoir pour mettre fin au débat. Et moi, du coup, j'ai envie de creuser un peu parce que c'était très intéressant. Plusieurs fois, tu en as parlé. Combien de contenu, tu vois, une marque qui se lance, combien de contenu tu recommanderais de publier et comment tu analyserais un petit peu le nombre de contenus qu'il faut? Oui. Alors, nous, on travaille du coup avec des entreprises qui publient peu. Alors, quand je dis peu, ça va être entre 5 par mois, 10 par mois. Oui. Et tout comme on va travailler avec des entreprises qui publient plus de 100 ou 200 contenus par mois. Le sujet du contenu en SEO, déjà, ça dépend du secteur. Il y a des secteurs où le contenu est vraiment ultra important et il en faudra beaucoup. Et il y a peut-être des secteurs où il faudra un peu moins de contenu. Donc déjà, la base de tout pour définir le nombre de contenus à faire, il y a 2 choses. Analyser les concurrents.
Bien sûr, on en revient. Et puis analyser les mots-clés. Par exemple, pour donner des exemples, sur le secteur assurance, secteur sport, on va être sur 2000, 3000 contenus pour prendre un maximum de parts de marché. C'est énorme. Et quand je parle de contenu, là, je parle d'articles conseils, d'articles de blog qui visent des mots-clés informationnels. Après, ce qui est intéressant d'avoir comme stat, c'est qu'un internaute, en fait, il passe 90% de son temps à s'informer, notamment sur Google, et seulement 10% de son temps à acheter. Ouais. Donc, plus on est présent dans le parcours client en amont, c'est-à-dire, tiens, je me pose plein de questions sur, je sais pas, de l'assurance, etc. J'obtiens mes réponses, plusieurs de mes réponses à travers tel site web. C'est là où, du coup, j'ai beaucoup plus de chances de convertir sur tel site web. Très intéressant. Ouais. Totalement, c'est toujours le tunnel, on en parlait. On en parlait déjà, et je pense que dans chaque podcast, ça va être récurrent. Finalement, c'est ce tunnel où au début, tu as l'informationnel, c'est quelqu'un qui va avoir besoin d'une information. Éventuellement, ensuite, on va passer dans une phase plus comparative, où peut-être qu'on va comparer différentes solutions, que ce soit des outils SEO ou autres. Et d'ailleurs, une petite question outils SEO qui arrive juste après. Mais il y a plein de patterns qui reviennent, tu vois. Effectivement, ce sujet, le tabouret. Effectivement, on voit souvent que ça tourne globalement autour des mêmes choses. Et ma dernière question, là, c'est assez évident, je pense, mais c'est quel est, toi, l'outil dont tu ne peux pas te passer en SEO? Ok, alors je vais pas faire d'auto-promo. Bien entendu, c'est SMJ, mais au-delà de ça, l'outil que j'utilise beaucoup, c'est Ahref. Team Ahref aussi. Pourtant, j'ai accès à plein d'outils, mais Ahref. J'en parle énormément perso sur LinkedIn, donc grosse team Ahref de mon côté. Toi aussi, Lucas? J'aime beaucoup, mais c'est pas l'outil que j'utilise le plus. Faut savoir que déjà, moi, sur mes différents blogs un peu de niche, comme j'appelle, comme j'ai mon blog sur la bière ou autre, j'aime beaucoup utiliser Mangools, qui est un outil beaucoup moins cité, mais je trouve qu'il suffit largement à ce genre de choses. Après, effectivement, je trouve dès que tu vas sur des plus gros sites ou autres, Ahref est. C'est vrai que le Keyword Finder, pour ce qui est de la recherche de mots-clés de Mangools, est très pertinent versus, je trouve, la recherche de mots-clés moins fun. J'utilise jamais Ahref pour la recherche de mots-clés, d'ailleurs, très peu. Je vais surtout utiliser pour les backlinks, connaître les pages qui ont beaucoup de trafic de mes concurrents pour placer mes liens. Je vais utiliser pour monitorer mes liens, pour checker les autorités, le health score. Un peu moins pour la recherche de mots-clés, mais c'est vrai que c'est un top outil tout en un, sur les 3 piliers dont on a parlé tout à l'heure, piliers, contenu et technique. Totalement. Et du coup, je sais aussi que sur SMJ, pour avoir fait quelques recherches sur le SEO de temps en temps sur Google, vous avez aussi tout un média qui a été construit dont on n'a pas parlé. Quel est un petit peu l'objectif de ce média et est-ce qu'aujourd'hui, c'est votre principale source d'acquisition pour avoir des leads et potentiellement derrière des clients? Sur la partie média, on parle du SEO Square alors, on a cette partie-là, SEO Square. Moi, j'avais en tête effectivement le blog à ce moment-là. Le blog. Là, pour le coup, on essaye d'être un cordonnier bien chaussé. Donc, on a investi en contenu, déjà. De toute façon, c'est un des enjeux. En contenu, on fait en effet des articles de blog. On fait également des livres blancs, des études téléchargeables, beaucoup de webinars. Très bien écrit. D'ailleurs, j'avais lu votre analyse. Je crois que vous avez analysé plusieurs liens, plusieurs types de backlinks, c'est ça? Oui, on a analysé plusieurs dizaines de milliers de contenus qui ont été travaillés dans CMJ par nos clients pour sortir tout un tas de statistiques. Par exemple, est-ce qu'un contenu long fait plus de trafic en moyenne qu'un contenu court? Et ça, c'est hyper intéressant parce qu'on parlait tout à l'heure, je me rapproche trop du micro, on parlait tout à l'heure avec Maud, la Head of SEO d'Alan, effectivement du fait de parfois créer des contenus qui ne sont pas tout le temps pensés pour les utilisateurs, mais créer des contenus qui sont pensés pour nos créateurs de liens. Et ça, typiquement, c'est le genre de sujet qui intéresse les curateurs de contenu qui n'ont pas envie de se taper l'étude eux-mêmes. Et c'est pour ça que les infographies, c'est un super moyen, en fait, pour aller chercher des backlinks, parce qu'on place l'infographie, on n'a pas à la faire, et généralement, tu vois, on link vers cette infographie. Et donc, ce genre de sujet, Brian Dean, il avait fait la même chose. Tu vois, j'ai analysé 10 millions de backlinks, et voici ce que je ressors. C'est des sujets qui plaisent aux curateurs de contenu. Complètement. Ça, c'est typiquement le genre de contenu, moi, je vais appeler de type link baiting. C'est-à-dire, je fais un contenu où je sais que ça va être repris par d'autres influenceurs, notamment, ou des médias. Et donc là, je récupère pas mal de backlinks, en effet. Donc, tout à fait. Donc, la partie blog, même si nous, on a plus accès des actions qui sont des livres blancs, des études ou les webinars, le blog est un super canal de notoriété, de trafic. Par exemple, CMJ, sur le mot-clé SEO, on est en première page. Backlink, justement, je crois qu'on est premier. Non, mettez pause là.
Première position sur le mot-clé SEO. En tout cas, à Lyon. À Lyon, vous pouvez faire le test à Paris. Peut-être qu'à Paris, il y a un écosystème différent. Et du coup, première position sur Backlink. Je veux bien connaître ta stratégie et ce que tu as mis en place. Pour le coup. Parce qu'on était sur ce mot-clé aussi avec l'Inventor. Pour le coup, c'est bien vrai. Alors, j'ai envie de connaître ta stratégie. La strat qui vaut pour ces mots-clés-là, c'est la même pour, je dirais, tout secteur confondu en SEO. C'est d'un point de vue, une fois que tu as l'autorité sur ton site web, donc nous on a pas mal d'autorité, on a quand même un domain rating de 70, donc pas mal par rapport au secteur. Le sujet derrière, c'est de produire un maximum de contenu autour du SEO pour montrer à Google, donc c'est ce qu'on pourra appeler la notion de topic cluster ou de cocon sémantique. L'idée, c'est quoi? C'est si tu veux être premier sur un maximum de tes requêtes stratégiques, faut que Google se dise waouh, ok, sur le site de CMJ, il y a plein de contenus qui traitent du SEO. C'est même le site web le plus complet sur le SEO par rapport à d'autres sites web. Si je dois faire une métaphore, c'est comme si j'allais sur Amazon et que je voulais comparer des livres. Et donc, le livre que je vais acheter, c'est celui qui est le plus complet, qui a le plus de pages et qui a les meilleures notes. C'est celui-là que je vais prendre. Et là, Google fait pareil avec nos sites web, entre guillemets. Donc, si j'avais qu'un seul article sur le SEO, là, je me positionnerais difficilement. Dès lors que je commence à avoir 50, 100, 200 pages de contenu qui traitent de l'ensemble de la thématique, qui viennent faire des liens vers voilà, et il y a le maillage interne ensemble, c'est là où l'ensemble du site web montre à Google que d'un point de vue contenu, on est expert du sujet. Solide sur le SEO. Et du coup, il y a une petite question qui peut être sympa pour nos auditeurs. Admettons, je suis un grand débutant du SEO, je vais voir Nicole Nguyen et je lui demande comment on se positionne premier sur le mot-clé SEO. Quels seraient tes 3 gros points? Bon, on a parlé effectivement du fait de créer toute une thématique et une sphère avec plein de contenu autour du SEO pour montrer à Google qu'on est des experts sur la thématique du SEO, bien maillé, avec une bonne autorité. Ça, c'est un point, bien évidemment, de travailler le contenu. Quels sont 2 autres points que tu pourrais donner en termes d'intention, en termes de contenu, en termes d'opti, de backlinks? Qu'est-ce qu'il faut faire? De toute façon, d'un point de vue netlinking, donc au-delà du domain rating, donc le rang de domaine de ton site web, derrière, tu as l'URL que tu essayes de positionner. Tu as intérêt de faire des backlinks directement sur cette URL. Donc, bien analyser la SERP et se dire, ah tiens, le premier, il a 100 domaines référents, enfin 100 liens directement sur telle URL. Moi, il m'en faut plus, potentiellement. Donc, il y a un sujet de créer des liens. Et ensuite, faire un contenu qui est meilleur, qui capte mieux l'attention de l'utilisateur. Et après, que ce contenu-là reçoive un maximum, notamment de maillage interne. Mais c'est combien de mots sur ce contenu? C'est un long contenu? C'est un contenu court? Alors, celui-là, d'ailleurs, en plus, pour la petite histoire, on n'a pas cherché à le positionner en première page. C'est plus un effet de bord, entre guillemets. Donc, il faudrait qu'on le réoptimise. Mais je pense qu'on est au moins à 1500 mots, je dirais. Énorme non plus. Pas énorme non plus. Peut déjà être un bon contenu, mais. De toute façon, pour moi, un contenu qui vise une requête informationnelle, en général, on est au minimum à 1000 mots. Après, la bonne pratique, c'est d'analyser le top 3. Bon, le défi est lancé là sur la top 1 mots-clés SEO. Le nouveau concours SEO, on parlait. Mes équipes vont être contents. Je vais rentrer du podcast, je vais leur dire bon, on nous a fixé un challenge. Là, on est en première page dans le top 5. Il faut être premier. Les équipes de l'Inventor là. C'est clair. Voilà. On va être suivi. Je vais leur dire. Et du coup, en parlant de mots, ça, je pense que c'est un sujet qui revient toujours, mais je pense plein de débutants se posent quand même la question, et nous, on sait qu'on n'a pas que des experts SEO qui vont nous regarder. Qu'est-ce que tu conseilles pour savoir combien de mots j'ai besoin d'écrire sur un mot-clé? Et on n'oublie pas, comme l'a dit Nicolas avant, on tape le mot-clé sur Google et on réfléchit à quel mot-clé on veut viser quand on écrit un article, avant même de se demander les mots. Moi, la technique, elle est ultra simple, et c'est celle qu'on utilise directement dans l'outil CMJ, c'est de taper son mot-clé, bien entendu, par exemple SEO, et de regarder la longueur de contenu du top 3. C'est ça, et de faire diviser par 3 et t'as la moyenne. Et voilà, alors nous c'est un peu différent, si on a un de 1500 mots, un de 1000 mots et un de 1200 mots, on va prendre le plus long, 1500 mots, et on va dire on va faire mieux. Un peu plus, 1008, 1000. Voilà, on va faire mieux. Non, c'est hyper intéressant et c'est important selon l'intention parce que par exemple, je sais pas si je prends l'exemple de comment faire un nœud de cravate, personne n'a envie de lire 4000 mots sur l'histoire des nœuds de cravate en Angleterre, sur comment, tu vois, on veut juste une première phrase, une vidéo concrète, 3 tutos et fin du game, tu vois. On n'a pas besoin de 3000 mots, 750 mots, 800 pourrait suffire tu vois, pour se positionner. Même juste des images. Même juste des images, une vidéo. Et
D'ailleurs, on en parlait tout à l'heure en off, mais la vidéo a un impact. Et vous en faites beaucoup du coup chez SMJ? Alors, pour le moment, non, on fait pas encore de vidéos. On a des clients qui nous en parlent justement parce qu'ils ont bien compris que c'était le secteur de la vidéo quand même est en train d'exploser. Et puis surtout d'un point de vue SEO, maintenant on voit que les vidéos en effet apparaissent et prennent de plus en plus de place directement sur la première page Google. Donc c'est forcément un sujet à un moment donné. Ouais. Par exemple, demain vous tapez le mot-clé exercice yoga de mémoire, bim, c'est grosse vidéo. Ouais. Et on peut ranker sur les deux avec Live Mentor. Il y a plein de requêtes où on tombe à la fois sur la vidéo YouTube et à la fois parce qu'on fait l'effort d'embed, donc d'intégrer le lien de la vidéo dans l'article. Et il y a pas mal de contenu, je crois que c'est devenir copywriter freelance ou d'autres, on a plein de vidéos, du coup on fait des vidéos éducationnelles autour de nos contenus de blog qu'on embed dans l'article, et du coup parfois tu fais à la fois ranking sur la vidéo et t'envoies un double signal à Google, parce que YouTube appartient à Google, pour rappel, et on envoie un double signal qui est très positif. Et du coup ça te permet d'avoir 2 places potentiellement sur des requêtes Google, et là, voilà. Et même par rapport à la vidéo que tu vas mettre dans ton article, pour moi, ça va améliorer justement le positionnement de ton article d'un point de vue SEO. Pourquoi ? Parce que l'utilisateur, il va lire ton article, il va regarder la vidéo, il va interagir avec la vidéo, il va rester plus longtemps sur l'article. Pour moi, c'est un signal positif d'un point de vue SEO. Et du coup, tu vois, pour toi, comment construire un contenu engageant, tu vois, sur ton site, que ce soit, voilà, on parle sur le fait que le SEO, on l'a compris, balise optimisée, comment on va créer un contenu engageant ensuite? Alors ça, c'est quelque chose que je trouve super intéressant parce que en gros, il y a 10 ans, on s'en foutait de la qualité du contenu en SEO. Non, faut juste être ultra conscient. Il y a 15 ans, le SEO, c'était un foutoir. Il y a 10-15 ans, tu créais juste une page panneau solaire, tu mettais 3 lignes de contenu pour être caricatural, t'envoyais 300 liens sur la page, c'était réglé, quoi. Donc Google a fait évoluer ses algos. Pour moi, dans les gros switches, au-delà de Panda Penguin, un des gros switches, c'est RankBrain en 2015. Tu peux en parler un petit peu de RankBrain? Peut-être on rappelle juste, voilà, c'est les algorithmes, enfin c'est des mises à jour de Google à chaque fois qui forcément vont changer les positionnements. Et Panda Penguin aussi, juste rapidement, on définit un peu, on prend le temps de définir Google Panda et Penguin qui sont tous les deux les policiers de Google, on les appelle comme ça. Google Panda plus sur la partie contenu, pour tous ceux qui s'amusent à contourner les règles de l'algorithme au niveau d'un point de vue contenu. Par exemple, on parle de keyword stuffing, par exemple, le fait de trop marteler un même mot-clé, on peut s'attirer les foudres de Google. Et Google Penguin, qui lui, du coup, est plus sur la sphère de la popularité et qui va plus regarder les problèmes en termes de liens, donc ceux qui vont abuser sur du linking, ceux qui vont faire que de l'échange de liens, que du lien optimisé. Au contraire, s'il y a des liens toxiques, très important de bien monitorer ces liens et de les contrôler, d'où un href notamment. Donc ça, c'est la police de Google et je te laisse expliquer RankBrain. Ouais, en fait, ce qui était intéressant avant RankBrain, c'est que les différentes updates de Google, systématiquement, la sphère SEO comprenait, je dirais, un peu les changements. Ah tiens, Penguin, là, faut faire gaffe aux encres optimisées, etc., etc., etc. Et alors, avec l'arrivée de RankBrain, donc RankBrain, ça a été la première, enfin, en tout cas, la plus grosse, je dirais, update autour de l'IA, en fait, où là, Google a rebattu les cartes, où c'était très compliqué en fait pour la sphère SEO de comprendre en fait le changement, parce que du coup c'était plus un changement spécifique sur tel sujet. Là, c'était vraiment un changement qui était beaucoup plus global, très dépendant des différentes requêtes. C'est notamment à partir de cette période où on a commencé à vivre à ces sujets notamment d'intention utilisateur. Avant, ça n'existait pas, par exemple. Avant, on parlait pas de mots-clés informationnels ou transactionnels, ou très peu. Il n'y avait pas ce sujet-là. Donc, c'est là où Google, en fait, a injecté de plus en plus d'IA et où, du coup, à travers les centaines de critères qui leur permettent de classer des résultats par rapport à un mot-clé, où là, les critères sont beaucoup plus complexes à comprendre. Et c'est là où, du coup, en gros, Google a poussé de plus en plus le levier du contenu, notamment le netlinking est peut-être un peu moins important qu'avant, parce qu'avant, c'était vraiment prédominant. C'était le nerf de la guerre. Voilà, c'était vraiment le nerf de la guerre. C'est vraiment, en SEO, on pouvait mettre 80% de ses efforts sur le netlinking. Ça passait très bien.
Là maintenant, on le sait, c'est plutôt on va faire un tiers, entre guillemets, voire on va même pousser beaucoup plus les efforts sur le contenu. Et du coup, c'est à partir de ce type d'update-là où Google a vraiment pris en compte, je dirais, la pertinence d'un contenu. Et donc les années passant, notamment avec les core updates, avec le AT, etc., le sujet, ça a toujours été la mission de Google. C'est quelqu'un tape un mot-clé, il faut que je lui donne un ou plusieurs contenus qui sont pertinents par rapport à sa recherche. C'est quand même son fonds de commerce. Il y a une autre mise à jour par rapport au lien, je crois que c'était je sais plus son nom, Link Spam Update. Il me semble en 2020, si je dis pas de bêtises. Parce qu'avant, à l'époque, on pouvait s'amuser à foutre plein de liens dans les forums, dans les commentaires de blogs. Et aujourd'hui, la plupart, c'est automatiquement placé en nofollow, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de transmission de jus. Mais maintenant, les petits malins qui s'amusent à faire ça, le fameux Link Spam Update, va contrôler ça, tu vois, et te dire, ok, lui, il essaye de jouer à foutre des liens un peu partout, boum, tu vois. Donc, on peut plus faire, en fait, là, ce qu'on faisait avant, et c'est intéressant, parce que toi, en plus, tu as connu le SEO bien avant nous. Moi, j'ai l'impression d'être un moins curieux de SEO à côté de toi, tu vois. Clair, mais du coup, c'est cool de pouvoir avoir cette vision aussi d'avant pour montrer qu'aujourd'hui, le SEO est un vrai métier à part entière, quoi, avec une vraie compétence clé. Et c'est d'ailleurs le plus demandé sur LinkedIn. On en a parlé tout à l'heure en 2023. Donc, l'importance d'avoir des personnes qui s'y intéressent toute la journée, quoi. Et d'ailleurs, Minute SEO, faut jamais oublier, c'est ce que Nicolas était en train de dire, que l'objectif de Google, c'est toujours de donner la meilleure réponse possible à ses utilisateurs, à quelqu'un qui va chercher une requête, parce que c'est comme ça que Google gagne de l'argent. Si tu vas sur un moteur de recherche, tu trouves la bonne réponse, tu vas le réutiliser. Et c'est comme ça que ça leur permet de gagner de l'argent, et c'est un peu leur vache à lait aujourd'hui. Mais voilà, vas-y Nicolas, continue. Et d'ailleurs, juste pour donner le fond de l'histoire de Google qui a accéléré ses updates, notamment à partir de 2010-2012, un des sujets, c'est qu'il commençait à avoir mauvaise presse. En fait, Donc les médias américains qui commençaient à dire Google, c'est pas pertinent comme moteur de recherche. Pourquoi ? Parce qu'il y avait plein de SEO sur le sujet qui plaçaient leur petit site web à droite à gauche pour faire du trafic, faire de l'argent potentiellement. Et donc, c'est là où Google, en fait, a fait une grosse accélération à ce niveau-là. Demain, si par exemple, on parlait de Black Hat en début de podcast, mais si des Black Hat prennent le contrôle des premières pages de résultats Google, ça nuit en fait à l'image de marque et à la pertinence de Google. Donc c'est ça leur combat en fait. L'objectif numéro 1 est de satisfaire l'utilisateur. Exactement. Et ça ne serait pas le cas sinon. Et donc c'est ça pour moi l'évolution qui est ultra intéressante d'un point de vue SEO. Avant, en SEO, ça demandait énormément de compétences, je dirais très techniques. Et aujourd'hui, ça demande un panel de compétences qui est encore plus large, puisque ça demande des compétences marketing. Quand on dit qu'on veut faire un contenu de qualité, ça veut dire quoi ? Ça veut dire déjà comprendre quels sont mes personas en face, quelles sont les questions qui se posent, quels sont leurs besoins, quels sont leurs pain points et comment mon contenu va y répondre. Donc là, on est vraiment dans du marketing pur, dans aussi de la créativité. Tiens, sur telle requête, par exemple prêt immobilier, j'ai intérêt à mettre un simulateur de prêt pour l'aider, etc. Donc je trouve ça très intéressant en fait comme évolution du métier. Ouais, super intéressant. Ouais, super intéressant. Je pense qu'on a fait le tour. Ouais, beaucoup de temps sur la planche. Une planche bien remplie, c'était un bon pain de campagne. Avec du saucisson. Au pavot, avec un peu de saucisson. Voilà. Et gratiné. Gratiné, exactement. Tu nous lances la roulette ? On va passer à la roulette. La roulette du SEO, enfin le chapeau du SEO. Exactement. Le chapeau de One Piece, tu suis un peu les mangas ? Alors, moi je suis plutôt de l'époque Dragon Ball Z, du coup. Bien moi, aussi. Je suis team Naruto pour le coup. Moi je suis team Tintin, donc je suis plus BD, toujours été BD. Donc on a un beau chapeau avec plein de petites questions VS, avec 2 choix. Tu vas en tirer 3, un premier déjà pour commencer. Et tu vas le lire à voix haute pour tout le monde. Alors, autorité de domaine ou nombre de domaines référents ? Intéressant. On y vient. Je vais choisir autorité de domaine. Ouais. Peut-être redéfinir les deux, peut-être pour les auditeurs. Alors, autorité de domaine, j'imagine, c'est par exemple dans Href, c'est le domaine rating de 0 à 100. Le DF. Voilà. Et le nombre de domaines référents, ça va être votre site web reçoit des liens depuis plusieurs sites web et ça va être le nombre de domaines, enfin d'autres sites web différents qui font au moins un lien vers votre site web. C'est ça. Sachant que le nombre de domaines référents est toujours plus faible que le nombre de backlinks. Parce qu'un même site peut vous faire 100 backlinks et donc ça comptera comme un seul domaine référent.
Voilà, donc moi par exemple, je regarde pas trop en fait le nombre de backlinks. Je vais regarder justement plutôt le nombre de referring domain. Bien sûr. Et le DR dans Href, donc le domain rating. Donc moi je préfère clairement le domain rating. Bonne réponse. Ah, parce qu'il y a des bonnes et des mauvaises réponses. Je biaise le truc complètement. Non, mais il y a peut-être une réponse qu'on aurait fait aussi. Du coup, ça nous paraît être la bonne, mais ça veut pas dire que. Je vais expliquer pourquoi. En fait, on peut avoir énormément de domaines référents, mais donc je reçois plein de liens. Par exemple, tiens, bim, j'ai 2000 domaines référents qui me font un lien, mais si ces domaines référents, eh bien, ils ont peu d'autorité, ça m'aide pas à gagner énormément d'autorité. Et là, par exemple, moi, je vois des clients, notamment en suivant dans Href, où ils ont des courbes de liens qui passent, par exemple, de 1000 referring domaines à 3000 referring domaines. Et là, je dis, mais what? Il se passe quoi? Et là, j'en ai plusieurs en ce moment, parce que notamment, ils reçoivent des liens parce que des black hats sont en train de faire du spam linking, etc., avec des liens vers des images, etc. Donc, c'est pas du tout des black hats qui visent le site web du client, c'est juste qu'ils font des liens vers plein d'autres sites. Et donc, juste les domaines référents, en fait, ça peut être un leurre. Donc, domain rating est quand même plus efficace. Trop bien. Et moi, j'ai envie de creuser juste du coup, parce qu'on a quelqu'un qui a fait du black hat à l'époque. Pourquoi est-ce qu'un black hat va mettre un lien vers ton site potentiellement? Donc, pourquoi est-ce qu'une personne qui fait du black hat va mettre un lien? J'imagine c'est vers les sites de tes clients. Voilà, quel est l'intérêt de te donner un peu un backlink gratuit? Qu'est-ce qu'ils cherchent derrière? Ouais, je comprends. Alors, en effet, de base, le black hat, ça l'embête un peu de faire des liens vers d'autres sites web parce qu'il va se dire quoi, le black hat? Il va se dire, je vais diluer mon jus, le jus que j'envoie, etc. Donc, c'est un peu contre-intuitif. Cependant, moi, ça fait très longtemps que je fais plus de spam linking, clairement, mais j'en analyse parce que je trouve ça toujours intéressant de voir des sites. Il y a des sites black hat encore sur 2022 qui passent de 0 à 1 million de trafic en l'espace de 12 mois. Donc, c'est super intéressant. Et donc, en général, ils vont faire du spam linking avec plein de liens vers plein d'autres sites web. Pour noyer le poisson, tout simplement. Parce que si j'ai, je sais pas moi, 10 000 pages qui font un lien vers mon site web Black Hat, c'est plus repéré que si j'ai noyé le poisson où j'ai un lien mais parmi plein d'autres liens. Du coup, Google pense que c'est toi qui as demandé à ce site de... Voilà, donc c'est pour noyer le poisson. Non mais c'est vrai, on s'était pris, avec LiveMentor, on s'était pris une vague de Black Hat. C'était assez marrant. On avait eu du jour au lendemain une tonne de sites thaïlandais dans le province de Thaïlande qui pointaient. Et on avait même eu début de vague, parce je m'étais réveillé sur la home de LiveMentor, je voyais des iPhones thaïlandais à 7 €. Je me suis dit, putain, je suis un heureux gagnant, plus de formation marketing digital chez LiveMentor. Et on s'est pris un beau black hat. Et on a un article sur le blog qui explique ça, où c'est Alex Dana qui l'a écrit le jour de notre attaque. Donc le fondateur de LiveMentor, Alexandre Dana. Tu connais peut-être. Et qui a écrit du coup le jour de notre attaque au référencement naturel négatif. N'hésitez pas si vous voulez le voir, il se trouve sur le blog de Live, mais ça arrive. Oui, ça arrive. Juste pour dire que ça arrive, quoi. C'est pas monnaie courante, mais et ça peut arriver. Ça peut arriver. D'où l'importance de suivre notamment la courbe de referring domain dans des outils comme Href. Ouais, et du coup, juste une petite question. Tu es pour ou contre le fait de désavouer ces liens sur la Google Search Console? Les liens toxiques, je parle. Donc les fameux liens... parce que tous les liens ne sont pas toxiques. Et d'ailleurs, j'ai remarqué sur un autre outil qui est SEMrush, il y a un onglet Toxicity Link. Et j'ai l'impression que 50% de ces liens ne sont pas toxiques au final, tu vois. Donc comment toi, tu vois cette chose? Comment tu vois le Google Disavow? Déjà, moi, j'aime bien me poser la question du pourquoi de cet outil. Parce qu'en plus, il est apparu, alors j'ai plus l'année exacte en tête, mais il était apparu à l'époque où le netlinking faisait rage. Faut en être conscient. Et où Google cherchait à mieux comprendre comment justement, en fait, mieux détecter des liens de mauvaise qualité versus des liens de bonne qualité. Et en fait, Google, pour moi, c'est une superbe entreprise. Ils sont très très forts pour faire bosser cette entreprise Google. Ça me dit rien. Je voulais dire, c'est une super entreprise dans le sens où ils sont très malins pour faire bosser les autres. C'est bien dit comme ça. C'est très intéressant. Par exemple, ils ont racheté l'entreprise de CAPTCHA à l'époque, notamment pour aujourd'hui les CAPTCHA, on connaît toujours.
pour entraîner leur intelligence artificielle. Puis nous, indirectement, on bosse tous pour Google. Ouais, totalement. Mais voilà, Ouais, quand vous du bon contenu, tu vois. quand vous rentrez un CAPTCHA, vous bossez pour Google. Alors avant, c'était pas les Street View, mais là en ce moment, c'est pour c'est pour les Street View, pour la Google Car, etc., etc. Ouais. Donc Google est très très fort pour outsourcer ouais. et faire bosser ses clients, ce qui est des bons modèles. Faire bosser ses clients, c'est plutôt bien. Donc pour moi, le pourquoi du désaveu-lien, ça a été notamment faire bosser les gens à l'époque. Pour mieux connaître les sites un petit peu négatifs. Et du coup, tu recodes de le faire encore aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de SEO sur LinkedIn qui disent qu'il ne faut pas désavouer ses liens parce que Google le fait lui-même. Alors, voilà, il y a eu plusieurs phases. Après, il y a eu une autre phase où tu pouvais te prendre un spam report, enfin plutôt dans ta Search Console, recevoir le message en mode « Ouh là là, attention, pénalité, lien spammy, etc. » Donc là, à l'époque, tu avais intérêt à monter potentiellement patte blanche. Mais aujourd'hui, en effet, avec un Google qui dit qu'il détecte automatiquement les liens, ce qui est plutôt plus vrai aujourd'hui qu'avant, bon, normalement, il n'y a pas de, Donc, y a pas pas de trop sujet. y toucher selon toi. Alors, c'est vrai que nous, on est plus très focus sur le pilier contenu, donc on n'a pas trop ce genre de problématique. Mais aujourd'hui, Tu désavoues pas vraiment, quoi. Ouais. Mais il y a 2 points intéressants dans ce que dit Nicolas, je pense que c'est bien de le souligner pour les auditeurs. C'est que finalement, Google, quand ils nous donnent des outils gratuits, ils ont une raison pour le faire, rien n'est vraiment gratuit. Donc il faut se demander un peu le pourquoi ils font ça. Et autre chose que tu soulignais, que je trouve vachement intéressant, c'est de reculer un peu aussi sur le contexte. Quand est-ce que cet outil est apparu et quel était le contexte à l'époque? Et c'est vrai que ça nous donne des indices sur, OK, est-ce que ce contexte est encore valable aujourd'hui? Et est-ce que potentiellement ça vaut encore le coup? Et puis comme on disait avant, il n'y a pas de recette pour le SEO, faut tester. Aucune voilà. recette. Mais super. Il n'y a pas de hack magique, c'est pas du. Peut-être en crypto, peut-être en dropshipping, mais en SEO, il n'y a pas de hack magique et miracle. Hein. On déteste les hacks d'ailleurs, mais il faut tester, itérer, et faire une bonne veille, comme tu l'as dit, c'est très important, et piocher un deuxième papier dans le chapeau de One Piece. Alors, donc là, c'était Netlinking. C'est vrai. Ouais. Alors, ton plugin WordPress préféré. Donc, les plugins WordPress, c'est des petites extensions qu'on peut ajouter sur WordPress pour l'améliorer. C'est une petite WordPress d'ailleurs Ouais, on utilise WordPress. Parfait. Alors, bien placé pour répondre. On utilise WordPress. Après, le plugin préféré, tiens, il y en a tellement des plugins. Moi, ce que je peux dire sur WordPress, c'est qu'on a installé en builder de thème Divi. Ah ouais. C'est un peu lourd. Ouais. Divi. Divi, Salient, c'est les gros classiques. Ouais. Donc ça, voilà. Si j'ai un conseil à donner pour WordPress, c'est choisissez bien votre builder, qui soit léger. Et quand je dis léger, c'est à la fois à l'utilisation et d'un point de vue SEO. T'en recommandes en particulier qu'on mette dans la description? Non, faudrait regarder. Là, je suis plus en veille. Je suis pas trop en veille sur ce sujet-là. Ok. Faudrait regarder. Il y a plein de sujets. Alors c'est vrai qu'il y a souvent Elementor qui revient, mais à voir. En tout cas, Divi, il est un peu pesant, on va dire. Ouais. Et après, pas simple comme question parce qu'on en utilise plusieurs. Après, par rapport à plein d'enjeux différents. Mais lequel serait le préféré? Je dirais tout ce qui vous aide à choper des leads. Genre les sumo, donc tout ce qui permet de mettre en avant des call to action, de capter des emails. Les Wisepop, parce que au-delà du trafic, ce qui va être important, c'est les conversions. Bien évidemment. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Hein. Faire du SEO pour faire du SEO, ça ne sert à rien. Un bon SEO, c'est un SEO qui est greffé à une vraie stratégie commerciale. D'où l'importance de faire des points avec toutes les équipes, de comprendre comment on va convertir sur cette requête, quel funnel derrière. Tu vois, des exemples tout bêtes, par exemple sur Live Mentor, une personne qui tombe sur un article de la catégorie Instagram et qui s'abonne à la newsletter depuis cet article, il sera automatiquement poussé dans un funnel Instagram, tu vois, et il va recevoir des contenus Instagram et on va lui pousser potentiellement la formation gratuite Instagram, etc. Mais d'où l'importance de bien connecter l'impact et d'utiliser l'asset du SEO pour capitaliser dessus et l'utiliser au service du marketing et du commercial. C'est bien. Je dis pas de bêtises jusque-là. On est complètement. Faire du trafic pour faire du trafic. C'est pour gonfler l'ego. Moi, je connais des sites avec 354 trafics qui font moins de conversions que des sites à 30K et souvent, Totalement. Il faut pas se fier à 100% au trafic et dire que je suis bon SEO parce que j'ai un gros trafic. C'est pas toujours vrai.
Et juste pour revenir sur la question du plugin, ce que je peux recommander par contre, oui, sur un WordPress, donc notamment à travers les plugins, c'est d'installer Google Tag Manager. Oui, bah oui. Parce que de plus en plus, on a plein d'outils qu'on doit utiliser pour analyser notre site web ou interagir avec le site web, hein, que ce soit par exemple en B2B, un HubSpot par exemple, bien sûr. Analytics bien entendu, Search Console, etc. Et donc voilà, Google Tag Manager, ça va permettre aussi de simplifier ce type de config. Un peu pour tout le monde. Comment tu l'utilises peut-être aussi. Alors, en gros, parce que quand vous devez intégrer un outil, par exemple pour un chat, si vous voulez mettre un chat sur votre site web, par exemple, vous allez mettre peut-être Intercom ou HubSpot. Donc, vous allez devoir mettre une ligne de JavaScript sur votre site web. Si vous voulez mettre Google Analytics, vous allez mettre une autre ligne de JavaScript. Et puis, dès que vous allez rajouter d'autres outils, vous allez mettre encore d'autres lignes de JavaScript. Qui alourdit le code aussi. Qui est pas simple parce qu'à chaque fois, vous allez devoir modifier ces lignes de JavaScript, etc. Et donc, l'avantage d'un Google Tag Manager, c'est que vous mettez juste une ligne de JavaScript, donc à travers le plugin, directement dans WordPress, juste votre ID en fait de Google Tag Manager, et après vous pilotez globalement le déclenchement de vos de vos outils externes qui permettent d'interagir avec votre site web directement depuis Google Tag Manager. Donc c'est quand même beaucoup plus simple qu'aller changer tout ça dans le code, quoi. Et l'avantage d'un Google Tag Manager, c'est que vous allez pouvoir aussi créer des conditions. Par exemple, je veux par exemple utiliser tel outil que sur telle section de mon site web. Très clair. Ouais, très pratique. Et du coup, toi, un petit peu ta stack, comme on dit en anglais, tes outils, c'est site web WordPress, génération de leads, du coup, c'est quel outil ? HubSpot. Et ensuite, tu gères un peu l'envoi d'emails et autres, j'imagine, par HubSpot derrière. Ouais. Alors, nous, on a une stack qui est qui est pas mal poussée, franchement, et très, très fière. Parce que globalement, alors le problème en marketing digital aujourd'hui, c'est qu'il y a plein d'outils avec plein de data partout dans plein d'outils. Et la puissance du sujet, c'est si on veut être bon, à un moment donné, il faut réussir à fusionner toute cette data. Hein, parce que oui, j'ai un visiteur, il vient sur mon site web, il s'inscrit sur un formulaire, après il lance un free trial par exemple sur CMJ, puis après il va faire autre chose, etc. Il va devenir client, etc. Et le sujet c'est à un moment donné, mais comment je fais pour avoir toute cette data qui permet de comprendre cet utilisateur, en fait, c'est quoi tout son parcours en fait, globalement. Donc nous, en effet, on va utiliser du Analytics, du Search Console, du HubSpot, etc. Mais surtout, on va récupérer toute cette donnée, la mettre dans BigQuery. Donc, pour ceux qui connaissent pas, c'est des bases de données dans le cloud. C'est SQL, ça, ouais. Exactement. C'est donc en fait, on a ce qu'on appelle un ETL et un reverse ETL qui vont récupérer les données HubSpot, récupérer les données de nos outils internes, récupérer les données de nos autres outils, par exemple Intercom, HubSpot, etc. Tout mettre dans le cloud, et après on va créer ce qu'on appelle des vues qui permettent de fusionner toute la data et après de le renvoyer. Par exemple, ce qui va me permettre du coup dans HubSpot de savoir que tel client il a téléchargé tel livre blanc, il s'est inscrit à tel webinar, mais ça, aussi dans notre application CMJ, dans notre outil CMJ, voilà ce qu'il fait. Et du coup, ça permet d'avoir des données clients plus précises et du coup de mieux l'accompagner, quoi. Et il faut savoir qu'en SEO, c'est une grande tendance. C'est d'utiliser BigQuery pour faire ce qu'on appelle un data warehouse de SEO. C'est-à-dire, vous allez mettre dans BigQuery vos données Analytics, vos données Search Console, peut-être vos données d'autres outils analytiques, par exemple Screaming Frog, et vous allez fusionner tout ça grâce à l'URL. Ouais. D'accord ? Et après, vous allez analyser cette data, par exemple, avec du Data Studio. Enfin, du Looker Studio maintenant. Tu vas rendre le truc un peu joli et pas que des lignes. T'as un article qui récapitule un peu tout ça à mettre dans la description Pas encore. Pour nos auditeurs, parce que là, c'est un peu technique, c'est super intéressant. Mais pour ceux qui ne font peut-être pas trop d'SEO et peut-être un contenu, on essaiera sinon d'en trouver. On trouvera quelque chose. C'est vrai que c'est hyper intéressant et c'est clé d'analyser ces conversions clairement d'un point de vue SEO. Bon, ça, c'est le truc qui convainc le plus un actionnaire, c'est pas le trafic, c'est ce que tu arrives à convertir par l'organique. Et sans Google Analytics, tu es piloté à l'aveugle en fait. Et c'est vrai que si tu arrives à arriver à un moment où tu sais même quel article ton client a lu ou autre, quand tu vas parler avec lui sur un échange commercial, tu arrives à un autre niveau, quoi. C'est donc très très fort. Oui, faut savoir que dans les grosses boîtes, moi je connais pas mal de head of SEO en effet qui pilotent beaucoup leur SEO à travers notamment Looker Studio. Ouais, c'est ce qu'on fait chez Live Mentor. C'est full. C'est vraiment top comme outil. Ouais, c'est trop bien.
Et après, voilà, le problème en SEO, bah pareil, hein, c'est la data, elle est un peu partout. Il y a la data dans Href, il y a de la data dans Search Console, dans Analytics, etc. Même pour comparer par rapport au marketing mix, tu vas de regarder quel est le pourcentage, quelle est la répartition du SEO parmi les ads, parmi les affiliations, parmi les apporteurs, parmi le direct. Tu vois, c'est intéressant de regarder l'évolution de la part du SEO dans ton mix marketing. Ah bah ça, c'est un excellent point parce que souvent, en fait, en tout cas, nous, chez nos clients annonceurs, il y en a beaucoup qui savent pas que le SEO, c'est le canal numéro 1 d'acquisition. C'est vrai. Ouais, incroyable. Parce qu'ils n'ont pas les chiffres, quoi, pas assez, une analyse assez fine. Ils l'ont pas forcément en tête. Puis après, souvent, tu te laisses déborder par des dizaines de trucs. Donc, non, puis il faut savoir que c'est une information super importante, c'est un canal numéro 1 d'acquisition. Clair. Ouais, bah, ce qui est assez intéressant, c'est que souvent, en fait, en paid, donc en SEA par exemple, les budgets, c'est potentiellement 10-20 fois plus que le SEO. Bah ouais. Alors que le SEO, parfois, est un peu le parent pauvre, alors que c'est ce qui apporte le plus de trafic. Moi, je prends souvent l'exemple de la crémière. Tu sais, quand tu vas au marché, tu as besoin d'une crème, bah, tu vas directement chez le crémier, tu vois. Tu as besoin d'une crème, par exemple, un yaourt ou tu vois, ou du lait, tu vas directement chez le crémier. Alors que je vois plus les ads, comme tu vois, tu es à Carrefour, tu marches. Oh tiens, des céréales, est-ce que j'en prendrais pas pour ce soir, tu vois. En fait, t'as pas le côté intentionnel, tu vois, de la chose, où j'ai une intention, j'ai Google pour y répondre, tu vois. Et ça, c'est vrai que c'est une grosse force du SEO, c'est que quand tu es sur Instagram, Facebook, que ce soit de l'ADS ou autre, tu es là pour te divertir, tu n'es pas là pour chercher quelque chose. En revanche, quand tu cherches basket, Nike, basket, Vans ou n'importe quoi, bah, en général, tu as cette intention qui est transactionnelle. Parfois qui peut être informationnel aussi, mais tu cherches quelque chose précisément et tu peux y répondre et derrière ça peut. C'est la porte d'entrée Uno. Ouais. Sur ton e-commerce. De toute façon, en plus, le SEO est une manière d'optimiser les coûts d'acquisition en ads, puisque dès lors que tu fais du SEO, tu peux faire du remarketing, etc. Donc, le sujet, c'est pas de choisir entre l'un et l'autre. Ah non, faut les associer. Voilà, faut plutôt les associer et les travailler en synergie. Complètement, j'adore ça. Et pour ça, il faut un bon tracking. C'est ça. Et un troisième papier. Alors, donc là, j'étais sur WordPress. Tu peux mélanger un petit peu. Allez, je mélange. Est-ce qu'on va avoir un... Alors, on a dit que si ça plaisait bien aux auditeurs, on créerait un jeu SEO, le jeu position 0. Donc, on va voir. Dites-nous en commentaire si ça vous plaît. Carrément. Donc là, on est sur une question qui est plus technique. Page Speed Insight ou GT Metrics. Alors moi je vous avouerai, j'utilise assez peu ces deux outils. C'est vrai que j'utilise pour avoir le score un peu comme tout le monde, avoir également les recos techniques, mais c'est vrai que bon, nous on bosse, vu qu'on est plus sur le pied du contenu, on l'utilise moins, mais je sais que mes équipes, en tout cas pour avoir rapidement un score, ils vont plus être sur PageSpeed Insight, parce que t'es à la maison, quoi, t'es chez Google. Mine de rien, même si GT Metrics et les autres outils sont très bien également, potentiellement ils vont apporter plus d'infos, mais c'est vrai qu'ils ont plus ce réflexe Google. C'est là où Google d'ailleurs est malin, hein, c'est créer ses propres outils pour imposer ses propres normes. C'est vrai. Donc, c'est vrai que déjà la base du SEO, c'est de lire les guidelines de Google avant même de commencer quoi que ce soit. C'est le guideline, c'est un nom là, les Guidelines Central de Google, où tu as tout un PDF avec plein de documents. La base, c'est juste de lire ça parce qu'on bosse pour le principal intéressé qui est Google, donc autant déjà savoir ce qu'il a en tête avant de lire des conseils SEO, tu vois, c'est un bon départ. Et même sur l'accélération des sites, donc Google maintenant ça fait quelques années pousse pour qu'on ait un peu des sites rapides et autres. Et déjà, il y a une raison simple, c'est que tu vas me confirmer, Nicolas, mais c'est que eux, ça leur coûte cher de visiter nos sites. Donc forcément, si on a des sites lents, ça prend encore plus de temps à crawler. Et tout ça, c'est des coûts de serveur qui leur coûtent quelque chose derrière. Les fameuses 3 secondes, hein, pas dépasser les 3 secondes de temps de vitesse de chargement. Ouais, complètement. Il y en a toujours quand même des sites qui sont longs, on va pas se mentir. Mais ce qui est assez intéressant quand même, c'est que Google le pouvoir de façonner, a ce pouvoir de façonner le web. Par exemple, à une époque, ils ont vachement poussé de l'HTTPS. Hein, et dès lors, Google dit tiens, je mets ça dans le signal, bim, allez, tout le monde s'y met, quoi. Pourtant, bon, l'HTTPS, il y a encore des sites HTTP qui rankent. Hein. Et toi, c'est quoi tes gros key points pour optimiser la vitesse, par exemple? C'est spécifique, ce qu'il y a cas par cas, mais... Alors, moi, j'avoue, je suis pas un expert du sujet de la web perf. Pareil. Mais en général, déjà, est-ce que mon serveur répond super vite?
Ça, c'est le premier sujet. Et après, une fois que le serveur répond, c'est est-ce que ma page, le serveur la calcule rapidement ou c'est très long? Donc, est-ce qu'il y a un système de cache, notamment? WP Rocket par exemple. beaucoup. Nous, on est sur WP Rocket, ouais, en effet. Bien, ouais. Hein, donc, nous, ça nous est déjà arrivé, d'ailleurs, sur le site de SMJ, en l'occurrence, de faire tomber le WordPress. Parce que justement, avec le SEO Square, on a plus de 4500 inscrits. Et là, t'as plusieurs milliers de personnes qui arrivent sur la page WordPress en même temps. Et si t'as pas mis le cache, je peux te dire, ça fait mal. Ouais. Et c'est vrai que quand on était une entreprise B2B, t'es pas habitué à avoir plusieurs milliers de visiteurs sur tes pages d'un coup, quoi. Donc, ça, c'était assez intéressant. Donc, vraiment, les systèmes de cache, ça, je peux que recommander typiquement. Il y a Imagify aussi pour optimiser les... Et après, tu as l'optimisation d'image, l'optimisation de tes JavaScript. Favoriser le JPEG, OPNG, ne pas dépasser les 100 KO par photo. Ouais, l'optimisation d'image, il ne faut vraiment pas le sous-estimer. Ça, c'est faire l'image à la bonne taille, au bon format et faire en sorte qu'elle ne fasse pas 2 mégas, ton image. C'est un truc qui est un peu sous-estimé, en fait. Donc, gros sujet en effet. Ouais. Et c'est vrai qu'un premier réflexe, c'est souvent de se tourner vers des images libres de droit ou autres. Donc, il y a des sites comme Unsplash et autres avec des images qui sont magnifiques, mais qui sont très lourdes, quoi. Donc, tu mets ça sur tout ton site, forcément, ça va le ralentir si tu les as pas réduites. Et il y a plein d'outils. Vous cherchez en ligne outils de réduction d'image, vous allez en trouver. Et c'est clair. Ouais. Après, j'aime bien Unsplash pour les photos de cover de blog. Ouais, mais elles sont magnifiques les photos. C'est magnifique. C'est étonnant. Super. Bien, on peut passer à la rubrique 4. Yes, rubrique 4, la crème de la crème. Du coup, l'idée, c'est de te poser quelques questions sur ton expertise, ta spécialité SEO. Je pense les auditeurs ont compris que ta spécialité, c'est le contenu. Et du coup, tu nous as glissé un petit peu quelques tips. Tu nous as dit, voilà, spécialité contenu et puis spécialité aussi intelligence artificielle, IA. Et du coup, on a 2-3 questions. Ça va être un peu sur les deux. Voilà. Et du coup, première question. Comment tu mets à profit l'IA, l'intelligence artificielle, le contenu en intelligence artificielle au service du SEO? Est-ce que tu peux nous dire un peu ce que tu mets en place? Alors l'IA, je trouve il se passe des choses super intéressantes justement aujourd'hui autour de l'IA. Un post sur 2 sur LinkedIn parle d'IA, j'ai l'impression. Ouais, alors je me demandais si c'était mon LinkedIn qui était floudé, mais j'ai l'impression qu'il est vraiment que tout le monde est floudé en marketing digital sur le sujet. Donc en fait, là, ce qui est intéressant, ce qui s'est passé avec ChatGPT, en fait, c'est pas, on n'est pas sur un disrupt technologique en fait. On est plutôt justement sur un disrupt de tout le monde a pu tester. Parce qu'en fait, ChatGPT, avant il y avait GPT-3, avant il y avait GPT-2, etc., etc. GPT-3 était déjà exceptionnel. Certes, ChatGPT qui se base sur GPT 3.5, c'est un peu mieux. C'est mieux, on va pas se mentir. Mais là où ils ont été très bons, c'est que c'est devenu très mass market. Ils ont créé un chat où tout le monde a pu tester et même l'utiliser, je dirais presque au quotidien. Donc en fait, pour moi, l'innovation, elle est notamment dans la démocratisation de l'IA auprès du grand public. Ça, c'est le premier aspect. Dans la réalité, ChatGPT est moins puissant, enfin potentiellement moins puissant qu'un GPT-3, puisque dans GPT-3, donc dans ce qu'on appelle le playground, qui est l'interface où on peut vraiment tester GPT-3, je dirais de manière pure, entre guillemets. On a beaucoup plus de paramètres possibles, alors que ChatGPT, c'est très simple d'accès. Par contre, on est quand même dans un cadre qui est plus borné. Par contre, ça a le côté accessibilité, le côté gratuité, etc., quand il est disponible. Donc, c'est vraiment une super... moi, je trouve ça... C'est une période excitante parce que là, du coup, on est en train de dire que l'IA, pour la première fois, elle est utilisée par le plus grand nombre. Et après, bien entendu, d'un point de vue contenu, ça fait poser plein de questions. Nous, aujourd'hui, ça fait 2 ans qu'on intègre des technos d'IA pour aider nos clients directement dans l'outil CMJ. Comment ils utilisent l'IA? Tout simplement pour les aider, je dirais, sur plusieurs pain points. Il y a un pain point qui est, je pense, très connu de l'audimat quand on doit rédiger un contenu et qu'on est face à une page blanche. C'est le sujet du syndrome de la page blanche. On a un article sur le sujet sur le blog d'Avion. Je l'ai même écrit, j'adore ce sujet. Là, tu te dis, oui, allez, vas-y, je vais écrire un contenu sur comment choisir, par exemple, ces gants de boxe, mais par quoi je commence?
Et ça arrive à tout le monde, hein. Ça, c'est le community manager qui ne sait pas comment commencer son post, c'est l'artiste qui ne sait pas comment démarrer son couplet, c'est le chanteur qui a du mal a pas d'idée, sa ouais. première ligne. Tu vois, c'est le syndrome de la page blanche. On arrive, on est bloqué, les idées ne viennent pas. C'est terrible. Par exemple, moi, je suis très bon pour faire le plan d'un contenu. Mais alors, pour rédiger une intro accrocheuse, là c'est plus compliqué pour moi. Et donc, pour moi, l'IA, en tout cas, nous, on l'a intégré comme ça, c'est vraiment comme un assistant, en fait. Ouais. C'est-à-dire, donne-moi des idées de titres accrocheurs et de titres qui matchent avec l'intention de recherche du mot-clé SEO. Donne-moi des idées pour former mon plan. Donne-moi des idées pour avoir une intro accrocheuse pour mon article. Donc, je vois vraiment comme un assistant avec qui je vais pouvoir brainstormer. Parfois, il va me donner des idées qui sont nazes. Parfois, il va me donner des super idées. Mais en fait, les meilleures idées dans la vie, c'est les idées rebonds. Quand vous faites des brainstorms avec des équipes, tu as quelqu'un qui a donné une idée, elle va être pas mal, mais cette idée va donner une autre idée à quelqu'un d'autre. Et c'est là souvent où tu as les meilleures idées, c'est les idées rebonds. Moi, je vois vraiment l'IA comme ça, où on peut brainstormer avec, faire de l'idéation et du coup, faire des choses meilleures que si on était solo, tout simplement. Mais ne jamais l'utiliser purement, quoi. Jamais faire full IA, quoi. Ça, c'est... Alors, après, moi, ce que je trouve assez génial, moi, j'ai suivi pas mal de sites, justement, qui sont passés de 0 à 1 million de trafic, full IA, full spam linking, etc. sur 2022, parce que c'est toujours intéressant pour comprendre les limites de Google. D'ailleurs, je les ai découverts en tapant moi-même des requêtes pour moi en tant qu'internaute. Et c'est là où Google, on voit que sur 2022, ils ont vachement accéléré sur là avec l'IA, il y a un risque énorme justement que les SERP soient, donc les premières pages de résultats Google, soient polluées par de l'IA, quoi. Donc c'est là où ils ont serré la vis quand même. Après, c'est des contenus qui étaient vraiment pas quali. Quand tu les lisais, tu faisais mais attends, ça répond pas à mon besoin, quoi. Donc le sujet de est-ce que le contenu est produit avec ou sans de l'IA, moi j'ai envie de dire à la fin on s'en fout, c'est le contenu, est-ce qu'il est meilleur pour l'internaute que le top 3 concurrent qui est sur le mot-clé. C'est ça qui compte en fait. C'est comme demain tu as un concours artistique. Ouais. Là, il y a eu un buzz autour de au States, il y a eu un gagnant de concours artistique et l'image qui a été choisie, en fait, c'est une image qui a été produite par l'IA. Alors, le gars, il a passé du temps à faire le prompt, etc. Mais l'image a été produite par l'IA. Et en fait, ceux qui ont voté pour l'image, ils s'en foutaient que ce soit par l'IA ou par un humain, entre guillemets, quoi. En tout cas, ils n'ont pas pris ça en compte. Ouais. Donc, pour moi, le contenu, c'est à peu près pareil. Après, on peut se poser plein de questions, bien entendu, sur mais alors, où va le futur du contenu ? Moi, je pense que l'IA, elle va puiser dans sa base de données. Aujourd'hui, si je demande à l'IA de produire un full contenu sur le SEO, elle saura pas apporter des choses que moi je connais sur mes apprentissages en tant qu'expert SEO. Donc, je vais utiliser l'IA pour accélérer mon processus de création de contenu. Par contre, je vais mettre mon expertise SEO en plus par-dessus pour faire un contenu qui est meilleur que les concurrents. Donc moi, je le vois plutôt comme ça. Ouais. Et du coup, comment tu t'y prendrais ? Tu vas ajouter des focus ou des exemples, des case studies, des études de cas ? Qu'est-ce que tu as des idées un peu ou des exemples ? Quand vous faites un contenu, tout l'enjeu, c'est d'un côté, vous devez traiter, je dirais, ce qui est attendu par l'audience. Par exemple, sur le mot-clé SEO, si je veux être premier, il faut que je définisse ce qu'est le SEO, il faut que je parle des 3 piliers, etc. Donc, il y a une sorte de tronc commun basique où ça, tout le monde doit y passer pour avoir une chance de ranker. Et après, le sujet de comment je vais dans le top 1 d'un point de vue contenu, ça va être en apportant de la valeur ajoutée, de la différenciation. Faut que c'est comme pareil, comme dans un livre. Qu'est-ce qui fait qu'un livre est meilleur qu'un autre ? Ça va être notamment par le fait que l'auteur de ce livre va apporter sa propre expertise. Donc, il va peut-être apporter. Nous, on a créé une étude statistique en analysant plusieurs dizaines de milliers de contenus. Pas forcément parce qu'il est plus long, tu vois, le livre. Voilà. Parce qu'il est mieux, il y a plus de contenu. Et là, je vais pouvoir dire, la longueur du contenu, par exemple, en SEO, il y a des SEO qui disent c'est pas important. Il y a Google qui dit c'est pas important. Et moi, statistiquement, je vais dire oui, d'un point de vue algorithmique, la longueur de contenu est peut-être pas importante. En attendant, nous, on a étudié 20 000 articles. Et donc, les contenus de moins de 500 mots, peanuts niveau contenu, niveau trafic, alors qu'un contenu de plus de 2000 mots, ça y va niveau trafic.
Et donc, c'est ça l'enjeu, en fait. C'est que l'IA va accélérer sur, je dirais, certains basiques de contenu. Et après, ça va permettre d'avoir plus de temps d'apporter sa couche d'expertise. Ouais, c'est clair. Et puis, c'est un bon moyen aussi de rogner tes prix et de rédaction web. Tu vois, le fait de fournir un plan avec des H2 et tout à un rédacteur freelance, par exemple, ben, c'est pas comme s'il écrivait from scratch avec la création du plan. Donc, tu peux économiser aussi du budget en disant OK, bah, je te fournis le plan, je te fournis les H2, la base du contenu. Et toi, derrière, tu vas venir l'optimiser, tu vas venir ajouter une valeur concrète à l'article. C'est vraiment ce mix humain IA qui est intéressant parce que en vrai en 2025-2026 peut-être 90% des contenus pourraient être de l'IA et s'ils se ressemblent tous et ben au bout d'un moment Google aura trop d'URL similaires dans son index et il va devoir commencer à en dégager potentiellement certaines. Après, est-ce que c'est l'IA qui va prendre, est-ce que c'est, tu vois, on sait pas trop. De toute façon, ce qui va se passer, c'est que globalement, là, on est en train de dire que la création de contenu est beaucoup plus accessible grâce à l'IA. C'est-à-dire que avant l'apparition de l'IA, pour faire un bon contenu SEO, il faut un rédacteur, qu'il faut une expertise du sujet. Donc potentiellement, c'est 2 personnes différentes, potentiellement, c'est la même personne. Et faut rédiger, tout ça, ça a un coût et ça prend du temps. Rédiger un article de 2000 mots, ça se fait pas en 2 heures. On va pas se mentir. Donc ça prend du temps et ça prend du temps de toute une équipe, par exemple chez un annonceur. Là, on est en train de dire que grâce à l'IA, le verrou du contenu, en fait, a sauté. Tout le monde va pouvoir plus facilement créer des contenus et donc va y avoir un lâcher de contenu, je dirais, de qualité médiocre. Et donc, pour moi, enfin, si j'ai un conseil à donner, c'est le moment ou jamais pour se dire, OK, plus que jamais, comment je fais un contenu qui est 10 fois plus quali que mes concurrents. Donc, c'est pas la fin des rédacteurs web, les amis. Exactement. Ils ne sont pas mis à la retraite. Ce n'est pas une caisse automatique des rédacteurs web. D'ailleurs, c'était une question. Ouais, c'était une question qu'on avait, mais elle a été répondue direct, donc c'est parfait. C'est utiliser l'IA pour vous aider à vous augmenter, j'ai envie de dire. Et par contre, sachez que plein de concurrents potentiellement vont faire plein de nouveaux contenus potentiellement de qualité moyenne sur vos mots-clés. Donc, pensez à faire vraiment des contenus vraiment top quali. Ouais. Puis j'adore dire que c'est l'humain qui crée le robot et pas l'inverse. Ça serait flippant sinon, d'ailleurs. C'est clair. T'imagines si l'IA commence à créer des petits Lucas. C'est clair. Flippant. C'est clair. Bon, du coup, il nous reste quelques minutes. On avait 2 questions encore. Et la dernière, je viens de me voir qu'on avait noté, ça correspond un petit peu moins. Mais du coup, on part de nouveau sur le contenu. Tu vois, sur des grosses sociétés que tu accompagnes. On parlait de Decathlon, de Leroy Merlin. Comment tu arrives à avoir une croissance SEO durable sur des gros groupes comme ça? Qu'est-ce que tu mets en place? L'avantage, en fait, sur les 3 piliers en fait, du SEO, le contenu, c'est le plus prédictible. C'est ça qui est super intéressant. Je m'explique. En fait, quand tu vas faire une optimisation technique du site web, que ce soit le temps de réponse, que ce soit l'arbo, etc., tu sais pas combien tu vas gagner. Quand tu mènes une campagne de netlinking, tu sais pas combien de trafic au global tu vas gagner sur ton site web. C'est très dur de le prédire. Alors qu'avec un contenu, c'est beaucoup plus simple de le prédire. Pourquoi? Parce que si tu as 90% de tes contenus qui font du trafic et que, allez, en valeur moyenne, je sais pas, un contenu te rapporte, allez, je fais le calcul macro, mais 100 visiteurs par mois, juste en se basant là-dessus, en disant, attends, quand je fais un contenu en moyenne, j'ai 100 visiteurs par mois, tu peux vite te dire, OK, si je fais 100 contenus, je fais 100 fois 100, ça me fait 10 000 visiteurs par mois. D'accord? Je fais le calcul un peu rapide. Bien entendu, ça dépend du volume de recherche, de ton mot-clé, etc. Mais ça, cet avantage-là. Donc, ça, c'est le premier enjeu. Et donc, dans la réalité, malgré le fait que j'accompagne des très grandes marques qui sont leaders en SEO sur leur marché, en fait, il n'y a aucun de mes clients qui a traité l'ensemble des mots-clés informationnels avec des contenus. Donc, il y a toujours des contenus à créer. Je rappelle que Google enregistre 15% de nouvelles requêtes chaque jour. Donc, sur chaque secteur, que ce soit l'assurance, le sport, etc., il y a toujours des nouveaux mots-clés qui apparaissent avec des nouveaux besoins de l'audience et des nouveaux contenus à créer. Et donc, plus on produit de contenu qualité, bien entendu, plus on va aller chercher des parts de marché. D'où l'importance que tu disais au début, qui était de bien, parce que tu sais, il
80%, 70% des mots-clés qui ne se positionnent pas, c'est très important de regarder très tôt. Moi, j'aime bien par répartition. Quels sont mes mots-clés entre la position 1 et 3 ? Là, ça va être mots-clés. Quels sont mes mots-clés entre la position 4, 10, gros potentiel qui peuvent aller plus loin, et quels sont ceux qui sont à 10 et 50, tu vois. Et du coup, je vais prioriser mes mises à jour et je vais me dire, OK, je vais faire passer un maximum de 4-10 en 1-3, un maximum de 10-50 en 4-10, tu vois. Et c'est très important, au-delà de créer constamment, de mettre à jour ces contenus. Complètement. Bah, nous, nos clients, ils font aller en moyenne 50% de création de nouveaux, 50% d'optimisation de l'existant. Très clair. Ok, très clair. Très clair. Et du coup, tu es sur quoi comme rythme ? Ça peut atteindre un article par jour, un nouveau contenu par jour, potentiellement ? Alors, les plus gros rythmes, on est sur plusieurs centaines par mois. Okay. Donc, c'est des dizaines par jour. En client, on va avoir des gros médias, hein, par exemple Ouest France. On va avoir des plus petits médias spécialisés, Femmes Actuelles, on va avoir Santé Magazine, etc. etc. Donc, forcément, les médias, l'avantage qu'ils ont, c'est qu'ils produisent énormément de contenu. Après, il y a les contenus chauds, les contenus froids. C'est pas la même stratégie, bien entendu. Mais voilà, ça peut être plusieurs centaines. Tout comme, après, ce qui est intéressant, c'est ça dépend des typologies d'acteurs. Par exemple, des très gros acteurs, assurances, banques, qui sont des très, très grosses boîtes, c'est plus dur pour eux d'avoir des grosses vélocités parce qu'il faut faire valider des contenus par l'équipe juridique, etc. Alors qu'on peut avoir des acteurs nouveaux, des startups assurances, où là, ils vont mettre le paquet d'un coup parce qu'il n'y a pas de sujet juridique. Et du coup, là, ils vont vite faire plusieurs dizaines de contenus par mois. Et ça, c'est un avantage pour les startups. Moi, on a pas mal de scale-up, Conto, Agicap, qui mettent le turbo sur du contenu à un moment donné pour aller prendre des parts de marché. C'est vrai. Ça, c'est un avantage pour les startups scale-up. Très intéressant. Et c'est vrai que c'est intéressant ce qu'ils font parce que tu vois qu'ils deviennent assez rapidement omniprésents. Dès que tu commences à chercher quelque chose qui est lié à leur domaine, Agicap, il me semble que c'est la comptabilité. Hein, c'est un SaaS de gestion financière. Qui est derrière Agicap, si je dis pas de bêtises. Il y a Romain. Il devait venir normalement sur cette saison et du coup peut-être sur la 2. Saison 2, potentiellement. J'aime beaucoup, moi, monsieur l'anglais. Ouais. Superbe. Et puis du coup, on va finir sur des petites dernières questions, comme on arrive au bout. Ouais. Et en plus, c'est quels sont les leviers d'optimisation que tu conseilles d'actionner pour augmenter la conversion du SEO. Ah, voilà. Ça, donc, c'est intéressant. Plus sur le trafic. Allez, on veut optimiser de la conversion maintenant. Qu'est-ce que tu conseilles ? Ok. Moi, ce qui me vient en tête, comme ça, à chaud. On parlait de WebPerf tout à l'heure. Déjà, c'est de penser l'utilisateur. Si l'utilisateur, vos pages, mettent 3 secondes à se charger, déjà, vous avez flingué vos conversions. Donc ça, c'est même au-delà du SEO, c'est juste penser de l'UX. L'expérience utilisateur. Donc ça, c'est le premier sujet. Après, augmenter la conversion, c'est déjà de prendre en compte qu'il y a des mots-clés qui vont convertir plus que d'autres. Donc, je vous donne un exemple. Par exemple, des mots-clés informationnels. Par exemple, comment choisir ses gants de boxe, les différents types de gants de boxe, etc. versus les mots-clés transactionnels qui sont, par exemple, acheter gants de boxe, par exemple, pour donner un exemple concret. Là, vous allez avoir des taux de conversion différents. Donc, les mots-clés transactionnels convertissent mieux, mais il y a moins de volume de recherche et ils sont plus concurrentiels. Les mots-clés informationnels convertissent moins, mais il y a plus de volume. Ouais. Ça, il faut l'avoir en tête. Et de l'autre côté, il faut savoir que dans vos choix de mots-clés, par exemple, comment choisir un gant de boxe ? Là, dans ce qu'on appelle le funnel d'achat, on est très proche de l'achat. Parce que quand je tape sur Google « Comment choisir des gants de boxe », là, je suis pas loin de l'achat. C'est le même mot-clé principal, mais c'est pas la même intention. Tu vois. Voilà. Alors que si je tape, je sais pas moi, un autre mot-clé autour de, je sais pas, comment débuter dans la boxe, je suis peut-être plus loin du funnel d'achat. Ça, par exemple, une stratégie en e-commerce, ça va être par exemple de dire, ok, pour booster la conversion, déjà, on va prendre toutes nos catégories e-commerce. Donc, dans un e-commerce, on peut avoir 100, 200, plusieurs milliers de catégories e-commerce. Déjà, on va faire tous les comment choisir d'un point de vue contenu. Ouais. Pourquoi ? Parce que c'est le mot-clé qui est le plus proche du funnel d'achat. C'est l'avant l'achat. Et boum, ça monte. Voilà. Donc, par exemple, Mano, ils ont 1000 catégories e-commerce. Potentiellement, ils ont fait entre 500 et 1000 comment choisir. On va recevoir Pierre d'ailleurs, l'aide officielle de Mano.
Voilà, donc après alors que si je fais juste idée, décoration, cuisine, là je suis très loin en fait du funnel d'achat. Donc bien choisir le mot-clé. Et puis après, une fois que je fais des contenus qui captent du trafic, là on est sur des enjeux de CRO, donc d'optimisation de taux de conversion. C'est ok, tiens, j'ai plein de contenu, j'ai plein de trafic sur mon contenu. Comment je montre aussi que j'ai des produits sur le sujet. Donc, comment je lui dis, tiens, regarde mes différents gants de boxe. Peut-être télécharge un guide sur les gants de boxe ou la boxe pour capter une email, etc., etc. Donc, mettre en place des call to action, quoi, tout simplement. Il y a un point qui était hyper important pour nos auditeurs par rapport à l'intention commerciale. En fait, tu vois, moi, je raisonne. Quand je viens à la recherche de mots-clés, je mets beaucoup de côté le volume de recherche. Pourquoi ? Parce que il faut en fait le pondérer avec des vraies données business comme le CPC, comme le panier moyen, parce qu'on peut avoir des gros volumes mais qui auront un potentiel de conversion plus faible. Et donc, on est biaisé par le fait d'avoir un gros volume, de toujours la course au volume. Et parfois, avoir des plus petits volumes, même des mots-clés à 0 de volume sur des href, qui convertissent très bien en fait. Et donc, c'est très important de regarder, est-ce que l'intention sur ce mot-clé va me permettre, moi, de pouvoir convertir vers mes produits et de réfléchir au bon compte de conversion. Par exemple, sur Live Mentor, sur un article très haut de funnel comme comment devenir, très bas de funnel, comment devenir consultant SEO, on est très avancé, tu vois. On sait déjà qu'on veut aller là-dedans. Versus comment rechercher ces mots-clés. Et là, on va plutôt pousser un cours gratuit, on va plutôt pousser la newsletter. Alors que sur l'autre, on va plus pousser la formation SEO parce qu'on est beaucoup plus haut dans le stade d'avancée, tu vois. Mais ça, c'est un gros point. Et d'ailleurs, ça passe aussi pour améliorer ces taux de conversion, c'est déjà d'analyser l'existant. Nous, par exemple, là, les clients, quand ils utilisent SEMJ, on scanne leur site web, on scanne leur contenu, on récupère les données et les taux de conversion, notamment Google Analytics. Matomo, AT Internet, Piano maintenant. Et donc, on va prioriser, on va leur dire c'est quoi une bonne page intéressante à optimiser d'un point de vue conversion. Si tu es, par exemple, en 8e position sur ton mot-clé alors que tu as un gros taux de conversion, tu as tout intérêt à optimiser ton contenu, typiquement. Trop intéressant. Mais 3 critères que j'aime bien, petite minute SEO. Finalement, c'est le critère business. Qu'est-ce que ça va apporter en business sur un mot-clé. Volume de recherche. Voilà, tu vas le regarder. Et la difficulté du mot-clé, si tu viens de créer ton site et que tu vois qu'il y a du gros monde dessus, il faut peut-être un petit peu passer sur autre chose. Et après, un autre conseil aussi, moi ça c'est quelque chose que j'ai remarqué sur mes différents sites de niche, c'est qu'au départ, j'avais mis le même call to action partout. Et c'était le même guide sur n'importe quel sujet. Sauf que, par exemple, typiquement sur la bière, il y a des personnes qui arrivaient chez moi pour choisir leur tireuse à bière. Et moi, je leur proposais un guide de la bière. Donc, est-ce que tu veux une bière blonde, une bière blanche et autres. En décalage. Et voilà. Et du coup, même adapté par rapport à tes contenus, les call to action, très vite, ça peut payer. Faut pas brusquer. Je faisais cette erreur totalement. Aussi, mettre formation SEO dans un article sur les mots-clés. Non, mec, c'est trop tôt. Je sais même pas ce qu'est un mot-clé encore. Laisse-moi le temps, frérot. Et on verra après. Il faut le monter tranquillement et le chauffer en valeur. Et puis souvent, 80% des sites, tu vas avoir le même call to action. C'est réservé pour ou obtenir un devis. Et du coup, souvent, on n'est pas prêt encore à faire ça. Totalement. Donc, très bon point. Très bon point. Magnifique. Merci beaucoup, Nicolas. C'était super. Merci à vous. Et on va maintenant passer au passage sur le grill. Je ne sais pas quelle est ta petite spécialité au barbecue. Si tu aimes bien les herbes provençales, les brochettes d'agneau ou plutôt veggie sur de l'aubergine grillée. En tout cas, on va auditer aujourd'hui le site de WeMind, vidéo du coup qu'on va faire en off après le podcast que vous pourrez retrouver du coup sur la chaîne YouTube qui se trouvera en même temps que les vidéos du podcast où vous retrouverez l'analyse de 10 minutes du site WeMind qui, on le rappelle, est un site d'assurance pour indépendants. On se retrouve tout de suite. À tout de suite. Merci, Nicolas. Merci beaucoup pour ta présence. C'était génial. Merci à vous.